C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce nouvel épisode de Dédale, nous recevons Sébastien Vanitschek, réalisateur du film Vermine, sorti dans les salles fin décembre 2023. Après des études inachevées en audiovisuel, Sébastien poursuit en autodidacte ses réalisations de courts-métrages dans son coin. Il finit par se rapprocher de la MJC de son quartier et se fait remarquer par Étienne Aimant, qui va l'emmener à La Ruche, une société de production de courts-métrages. Il va y développer et réaliser Croc, qui va obtenir l'aide du CNC. Malgré son budget plus large, ce projet ne lui offrira pas de réelles opportunités. Sébastien reprend les courts-métrages en mode guérilla, fauché mais visuellement ambitieux, pour sa chaîne YouTube Lourd-métrage. C'est le producteur Harry Torchman, rencontré lors d'une édition du Mobile Film Festival quelques années auparavant, qui va changer sa vie en lui proposant de lui pitcher quelques idées. Les prémices de Vermine séduiront Harry, qui misera son premier long-métrage de cinéma avec Sébastien auprès de Netflix. Associés à Florent Bernard à l'écriture du scénario, tous deux puiseront leurs inspirations dans le cinéma de divertissement des années 90. Le film connaîtra un succès en salle, et c'est à l'occasion du festival Fantastic Fest à Austin que Vermine va attirer un certain Sam Raimi. Celui-ci lui proposera de reprendre une franchise bien installée, Evil Dead. Écoutons l'histoire de Vermine. Yes. Salut Flav. Salut Jules. Salut Seb, Sébastien. Alors on te reçoit pour ce numéro pour Vermine, donc, qui est sorti fin 2023. Donc tu es réalisateur et co-scénariste, le co-scénariste étant Flaubert. Merci d'avoir accepté l'invite. Avec plaisir. Alors on s'est raté nous parce qu'en fait on devait se voir début de l'été et je me dis finalement c'est peut-être pas plus mal parce que il s'est peut-être passé des choses durant l'été qui nous amènera peut-être à parler un peu de l'après-Vermine. Tu nous diras ce que tu peux nous dire évidemment. Si tu veux un podcast qui attire un peu plus, oui, parce que je crois que sur Vermine je pense avoir tout dit. Ouais, c'est clair. Ouais, là, si tu veux de l'innovant en tout cas, ouais, c'est sûr que cet été s'est passé quelques petites choses. Ok. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, le petit pitch, alors rapidos. Caleb vit dans une tour en banlieue parisienne et passionné d'animaux exotiques, il fait l'acquisition d'une araignée qui va s'échapper et se propager dans tout l'immeuble. C'est le début du cauchemar pour tous les habitants de l'immeuble. Caleb et ses amis vont devoir s'unir pour faire face à ces araignées dont la taille s'accroît. Efficace, simple. Ouais, tu valides. C'était l'objectif. Hein. Voilà. Bon, avant vraiment de parler du film, on va essayer de faire un peu le portrait de toi. Donc on voudrait un peu savoir d'où tu viens. Quel est ton parcours ? J'ai découvert le ciné moi via un caméscope chez mon père en fait et comme je faisais beaucoup de dessins, beaucoup d'images, j'ai voulu faire de l'image animée avec ça, commencer à tester le son, commencer à faire des petites choses comme ça, des montages etc. qui impliquaient pas vraiment de fiction, donc d'acteurs et de choses comme ça, donc juste de l'image pure, des genres de clips en fait, clips maison. Et après, je me suis passionné de ça tout doucement. J'ai jamais vraiment envisagé ce métier comme quelque chose de sérieux au départ parce que c'était pas, j'ai pas grandi dans un endroit où vraiment les carrières artistiques sont des choses qui nous paraissent logiques et normales. Voilà, j'ai grandi à Noisy dans le 93, là où j'ai pu tourner Vermine, donc ça c'est trop cool. Et puis voilà, j'ai commencé à nourrir l'ambition de devenir réalisateur assez tardivement, et quand j'ai commencé j'avais fait quelques courts-métrages et tout, et je m'étais dit ok, c'est vraiment un truc qui me branche, je crois que c'est le seul truc qui m'anime un peu dans la vie et que j'aimerais faire. Le dessin, non ? Le dessin, non, je sais pas pourquoi en fait, ça m'est au bout d'un moment sorti de la tête. J'avais la sensation que je m'épanouirais pas assez dans juste de la BD, que j'avais besoin vraiment du son, de l'image pour vraiment créer des sensations assez fortes et physiques en fait. J'aime beaucoup le fait que quand on mate un film, on le vit physiquement quoi. Et du coup, j'ai écouté les gens, quoi. J'ai écouté les gens qui ont dit qu'il faut aller en fac de cinéma, donc j'ai essayé. Je suis resté je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. T'as fait laquelle de fac ? C'est Sorbonne, non ? Sorbonne. Paris 3. Ouais. Paris 3, Paris 1er, je sais plus.
Ouais, je sais plus. Et bon, j'ai détesté. Ou en tout cas, pas un souvenir impérissable, quoi. Non, mais moi je suis le pire ambassadeur de tout ça, donc faut pas m'écouter. Hein. Il y a des gens à qui ça a vraiment servi, moi pas du tout. Ouais. Et après, on m'a dit non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Toi, il faut que tu pratiques, donc il faut que tu fasses une école. Donc j'ai fait une école, j'ai tenté l'école, pareil, j'ai pas tenu. Ça m'a très vite frustré et en plus c'est genre hors de prix quoi, c'est vraiment des trucs privé, tu veux dire, des écoles privées, oui. faut payer Genre et un tout. BTS, tu veux dire quelque chose comme ça? C'est une école où tu fais ton prêt étudiant en fait, donc tu arrives dans la vie active entre guillemets et t'es déjà endetté. Donc déjà le principe l'américaine, en fait. le principe me dérangeait et en fait, ça servait à rien du tout. Donc, du coup, heureusement, j'ai fait beaucoup de films institutionnels pour pouvoir rembourser ce prêt foireux, quoi, parce que ça m'a servi à rien, quoi. Et donc, du coup, je suis le pire ambassadeur dans le sens où vraiment, j'encourage personne À faire des crédits pour partir dans des écoles. Franchement, je me dis, si vos parents ils peuvent, allez-y, quoi. Mais si vous avez pas les moyens, c'est pas grave, quoi. Et du coup, là, j'ai commencé à faire des jobs alimentaires, moi. Donc, taffé en supermarché. J'ai beaucoup taffé à Disney et tout. Et puis, je continue à faire mes courts-métrages sur le côté. Ouais. Et puis, j'ai rencontré une association dans le 93 qui faisait qui rassemblait des créateurs, que ce soit en musique, en images et tout ça. Et Étienne, donc, qui gérait cette association, m'a dit viens, on fait un court-métrage un peu plus financé, un peu plus produit. On a réussi à avoir un truc genre 1000 balles pour faire un court-métrage à moi qui se passe juste pendant un crash d'avion. Et de là, je continuais à faire mon job alimentaire à côté, hein, mais de là, ça a nourri des ambitions un peu plus sérieuses, on va dire. Ça s'est monté. J'ai rencontré de plus en plus de gens qui bossaient dans le métier et qui sont devenus par la suite mon ingénieur du son, mon chef opérateur, mon premier assistant réalisateur, etc. Petit à petit ton équipe, en fait, c'est ça? Voilà, et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on bosse ensemble et on a grandi ensemble. Moi, pendant que j'étais à Disney, eux faisaient des trucs beaucoup plus sérieux en pub et en clip. Et voilà, je sais pas. Et après, il y a eu plein d'histoires, mais le miracle a fait que Vermine est arrivé. J'ai pu prendre toute cette équipe pour faire le film, quoi. Donc ça, c'était trop cool, quoi. Ok. Tes influences cinématographiques, visuelles, durant tout ce parcours, quand tu as essayé de rentrer en école et jusqu'à ce que tu arrives à faire, on va dire, un premier court-métrage qui te satisfasse, c'était quoi en fait pour toi? Bah justement, en fait, j'ai toujours, je dis un peu toujours la même chose, c'est que moi je suis très faillible au niveau de ma cinéphilie. Genre, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai pas grandi dans l'endroit où on te nourrit de créativité et on t'achète des DVD, faut que tu vois ce truc et on les loue et machin. Donc vraiment, j'ai essayé de faire un peu les trucs tout seul. Donc je suis allé vers des films qui me faisaient vibrer. Donc moi, j'ai vraiment découvert le cinéma, j'ai l'impression, avec Ridley Scott, quoi. Vraiment avec des trucs, mon film de chevet, c'est Gladiator et après Alien. Et c'est ça qui m'a vraiment... c'est très mainstream, quoi. J'ai pas de référence un peu plus obscure, tu vois, de films... de réalisateurs ou de choses comme ça et je n'étais que dans les émotions que je ressentais, les vibrations, et en fait j'ai beaucoup plus passé le temps à essayer de faire des trucs plutôt qu'à en mater. Donc du coup j'ai l'impression que je me suis un peu affranchi d'influences. Bien sûr il y en a qui sont inévitables, surtout quand on fait un film comme Vermine, Alien et quand même là il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que je voulais créer ma propre griffe et un peu ma propre façon de raconter les choses et de les montrer visuellement. Donc essayer de ne pas trop être impacté par ce qui me touchait. Mais bien évidemment que les techniques de montage de Darren Aronofsky, certaines techniques d'éclairage ou de machinerie de Ridley Scott sont restés là et sont indélébiles, quoi. J'allais dire peut-être que tu nous aurais parlé du clip, parce que ça fait quand on regarde un peu tes courts-métrages, il y a cette influence-là. Bah, c'est beaucoup un gars qui s'appelle Chris Cunningham qui a disparu à un moment. On n'a plus entendu parler de lui, mais je me rappelle que quand je l'ai découvert, ça a été un gros choc visuel pour moi. Et il y a eu un avant et un après la découverte de ce gars-là, quoi, et de ses clips d'Aphex Twin et tout ça. Et puis c'était un génie, quoi. Je crois à 19 ans, il devait bosser sur le Alien de Fincher, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un génie de la DA.
Et vraiment découverte de beaucoup de choses. Il m'a beaucoup impacté. Il m'a poussé à commencer à faire des choses sans acteur, quoi. Vraiment juste filmer des insectes, à filmer des trucs, faire passer une lumière derrière un bocal avec des trucs qui grouillent à l'intérieur et tout. Et c'est mes premières expériences, c'est grâce à ce gars-là, quoi, parce que je crois qu'il faisait beaucoup d'expériences visuelles et il montait ça sur de la musique. Et comme Aphex Twin, c'est plutôt drum and bass, ça kick beaucoup, donc du coup, il y a beaucoup de cuts. Quand t'es sur ton Windows Movie Maker, d'un coup, tu commences à tac. Et bon, c'était pas fou, mais au moins, je faisais, quoi. Comment t'arrives à l'écriture et la réalisation de Crow ? C'est la continuité de cette association en fait dans le 93 avec Étienne Aimant qui a été le créateur de cet asso, qui d'un coup lui aussi se professionnalise et passe dans une boîte de production qui s'appelle La Ruche, qui faisait que des courts-métrages, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs, et qui emmène avec lui dans ses cartons un projet que j'avais de film qui se passe du point de vue d'un chien dans le milieu des combats de chiens. Et on l'a développé ensemble, pareil, je travaillais à côté, donc c'était vraiment sur mon temps libre, donc les soirs et les week-ends, on écrivait, et ça nous a pris 1 an et demi, 2 ans quand même, parce que le temps était limité. Et miracle du truc, on a eu des financements, on a eu plein de choses comme ça qui sont arrivées de nulle part. Ouais. Et c'est la seule fois de ma vie jusqu'ici où j'ai eu le CNC, parce que même sur Vermine, on n'a rien eu. Mais du coup, miracle, quoi. Mais je pense aussi le travail d'Étienne, quoi, qui a réussi à rassembler tout ça. Et puis on s'est retrouvé avec 150 000, un truc comme ça, ou 200 pour faire un court-métrage. Énorme ici. Et donc, ça a été mon premier truc professionnel où j'ai vraiment été payé pour ça. J'ai fait tout le montage, tout ça, jusqu'à la sortie. Et après, le seul hic, c'est vraiment quand il a commencé à apprendre, etc. On s'est retrouvé vite en Covid, en fait. Et du coup, ça a un peu éteint tout ce qui se passait autour de moi, parce qu'après Crow, j'ai quand même rencontré pas mal de prods et j'ai commencé à avoir des petits développements à gauche, à droite. Mais voilà, le Covid a tout éteint. Faut vite comprendre dans ce type de moment et tout que t'es pas attendu, que personne vraiment t'es personne, les gens ils s'intéressent pas spécialement à toi, le téléphone va pas sonner, etc. Et du coup, juste après Covid, j'ai repris les courts-métrages à l'ancienne avec Jérôme cette fois. Et c'est ça qui a remis un coup de boost en fait à tout, quoi. Comment tu l'as rencontré, Jérôme ? Un pote en commun. Moi, j'avais juste l'idée en sortie de confinement de faire des trucs un peu, prendre une caméra comme je faisais avant, filmer, écrire un scénario en 3 lignes et tout, et amener mes potes qui font de la cascade et tout, et faire un truc un peu vénère, et sans trop se prendre la tête, et surtout s'amuser, quoi, parce qu'on pétait un plomb de rien faire. Et juste, j'ai appelé ce pote-là, David, donc, qui avait bossé chez Canal+ et tout, et je lui ai dit, est-ce que tu connais des gens qui ont un peu une petite communauté et tout, parce que j'aimerais bien que ces films, je veux pas aller en festival et tout, je m'en fous, je veux les foutre sur internet et je veux que ce soit un peu vu, au moins me tester à ça, quoi. Et du coup, il m'a parlé de Jérôme, et comme je l'ai toujours dit à Jérôme, de base, moi, j'étais pas un grand fan, j'étais pas le gars sur Studio Bagel ou les tutos, quoi. J'étais en mode, oui, j'ai compris le personnage, c'est rigolo, il est énervé, d'accord, ok. Il m'a dit, non, mais rencontre-le, c'est parce que tu crois, machin et tout. Je fais, bon, vas-y, on va se parler. Et il a envoyé mes courts-métrages à Jérôme, qui a kiffé. Et après, quand on s'est rencontré avec Jérôme, ça a été un peu un coup de foudre artistique, quoi. Tu vois, ce genre de personne où en une après-midi, tu parles de films et tout. Là, il me dit son film préféré, c'est Massacre à la tronçonneuse et tout. Moi, c'était un truc qui m'avait dégoûté comme film, mais ça me faisait trop marrer de me dire que ce gars-là, c'était son film préféré. Et après, je lui ai parlé de mes ambitions, ce que je voulais faire et tout. Il a dit, vas-y, Banco, je te suis. Enfin, il avait pas besoin de ça, lui. Il a son compte Instagram et tout. Enfin, il roule. Mais il s'est dit, allez, des petits courts-métrages à l'arrache, personne n'est payé et tout. Et il est venu et on a fait 3 mini-épisodes d'une série. On a fait Pas bouger en court-métrage, on a fait Holo, on a fait 5 trucs ensemble, en fait. En l'espace de 1 an et demi, un truc comme ça. Et t'as turbiné, là. Et il était là tout le temps, chaud et tout, pas payé, dans le froid, à l'arrache. Et là, le dernier Holo, vraiment, je m'étais dit, c'est la dernière fois que je l'emmerde. Donc, heureusement que ça a pris derrière et que le projet d'après, c'était Vermine. Parce que je sais pas s'il en aurait fait trop. Vu ce qu'il fait dans le film. Ouais, c'est le seul pour qui on a écrit. C'est le seul, vraiment, où on a écrit son personnage pour lui, quoi. Il était déjà casté, quoi. Ouais, on a toujours cette petite question où on demande si tu as une ou deux anecdotes là sur tes tournages de courts-métrages. À nous livrer. Ah bah Holo, ouais, carrément. Enfin, il y en a. Et je pensais à une à Holo que t'as livré, je pense, dans un autre podcast. Je sais pas si c'est celle-là. Enfin, tu as livré un peu le secret de ton matériel.
Ah oui, il y en a. Alors il y en a deux parce que moi je pensais là où je me suis carrément quasi pété le coude parce que en fait il y a l'explosion de la caravane là, le moment où la caravane se fait éclater. C'est donc la meuf d'un de mes meilleurs potes qui est mon assistant en fait. Et qui conduisait la voiture parce que je fais un gros plan sur une voiture avec 2 PNJ qui sont à l'intérieur et qui se protègent de la caravane. Et en fait, je suis accroché au capot et je tiens le Sony pour filmer. Et en fait, je lui demande de rouler à 30 km/h. Et parce qu'il me fallait le défilement, le balayage des lampadaires sur le pare-brise. Donc du coup, fallait qu'elle roule. Et du coup, je suis accroché comme ça et on est à 30 km/h, ça défile pas assez, je lui dis de monter à 50. Et du coup, je reste accroché, je fais mon plan et je lui ai dit, et quand je te dis go, tu lèves les mains et tu te protèges le visage. Tu vois, et j'ai juste besoin de ça. Et en fait, du coup, je filme et je dis 3, 2, 1, go. Et en fait, elle a eu un réflexe, elle a tapé le frein. Et vraiment, on est passé de 50 à 0. Et moi, j'ai continué à 50 km/h. Et j'ai voulu protéger le boîtier. C'est mon coude qui a tapé. Et aujourd'hui, j'ai encore un trou dans le coude. Parce que je suis jamais allé à l'hosto ni rien. Donc j'ai un genre de trou bizarre dans le coude. Mais bon, tout va bien. Donc ça, c'était marrant. Elle s'en est voulu rock'n'roll, là, pour le coup. Mais tu te relèves, t'as mal, t'as envie de pleurer, mais tu dis rien parce que tu te dis, ouais, non, c'est mon tournage, tout le monde est là. C'est que c'est pas fini, la journée n'est pas terminée. Ouais, si moi je me dis, j'arrête, là, tout le monde s'arrête, c'est pas possible. Donc c'était marrant. Et l'autre, ouais, c'était mon chef-op. En fait, il faisait une pub, il faisait un truc chez Disney. Du jeudi au mardi, un truc comme ça, ouais. Et il tournait avec une très belle caméra et des très beaux objectifs anamorphiques et tout. Et du coup, nous, on voulait tourner holo de nuit, etc. J'avais réussi à motiver vraiment toute l'équipe. J'avais réussi à rassembler. Il y avait même mon chef électro qui était venu avec son matos gratos. Il a ramené son camion et tout. Il était OK pour vraiment bien lighter. Je me dis, cool, je mets mes dernières forces dans un court-métrage, mais il va faire presque pro alors qu'on avait 500 balles. Et du coup, bah oui, effectivement, le samedi dimanche, il tourne pas avec ce matos, donc du coup, on l'a pris et on a mis notre carte SD dedans, dans la caméra, avec les objectifs anamorphiques et tout, magnifique. On a tourné ça, et puis le dimanche soir, la caméra était de retour chez Disney, comme si de rien n'était, avec notre carte, nous, elle était chez nous, tranquille, et puis voilà, Disney a produit Holo, quoi, quelque part. À la fin de Holo, une fois que tu as réalisé ce cours et que tu as tout donné, comme tu dis, la proposition d'Harry, elle n'arrive pas encore tout de suite. Ben, je crois qu'au final, c'est pas longtemps après, parce que il me semble même que c'était pas pour Holo, Harry, parce que Holo, quand je le sors, quand je l'ai fini, je crois que je suis déjà un peu en écriture de Vermine. Je crois que c'est pas bougé, donc avec le chien. Que Harry m'appelle pour me dire qu'est-ce que t'as en magasin en long métrage. Je pense que t'as roulé ta bosse en court, maintenant il est temps de passer à autre chose. Et moi j'étais dans ma phase long métrage, je voulais faire que des cours. Je disais bah là je vais sortir un truc avec Scarface, mais à la place de la drogue c'est des cartes Pokémon, et j'ai un truc avec des araignées dans un immeuble, tout, je veux en faire un cours un peu vénère, je trouve le concept très cool et je veux le faire avant que quelqu'un d'autre le fasse, parce que quand tu as la sensation d'avoir une bonne idée, tu dis à quelqu'un qui va le faire avant, je veux le faire. Et il me demande de développer sur cette idée. Et en fait, moi, quand tu me fais parler de mes sujets, je fais un genre de psychanalyse et je comprends pourquoi j'aborde le sujet. Ouais. Et du coup, en lui parlant de... Harry, il est quand même très malin sur sa façon de développer des projets. C'est-à-dire que le pitch l'intéresse. Donc ça, il se dit, OK, le côté entertainment et tout, j'ai vu ses courts-métrages, le pitch est chambé, OK. Mais pour faire un film, ça suffit pas. Et donc, il me pose 2 questions. Il me dit, pourquoi tu veux faire du cinéma et qu'est-ce qui raconte ton film? Et du coup, à ces 2 questions, Harry, ça fait un moment que je le connais. C'est lui qui m'avait donné un prix à un festival de films au téléphone portable. Et il m'avait déjà posé cette question il y a 10 ans et j'avais pas répondu, je savais pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il me fallait plus de maturité avant d'attaquer un long métrage. Et je suis content de ne pas l'avoir fait trop tôt non plus, ce long métrage. Je me permets juste, parce que là je pense que tu vas embrayer après, mais justement en fait je te posais la question par rapport à la fin de Holo, mais tu as fait beaucoup de cours, j'ai vu quelque part que tu en avais fait une 50aine, ça me paraît énormissime. Genre t'as pas croisé à un moment donné une phase un peu de désespoir, enfin, où je sais pas, tu t'es pas dit putain je tourne en rond là, j'en ai marre, ça vient pas, j'en ai fait plein, merde quoi. Je les faisais pas avec l'intention d'en faire quelque chose au départ, j'ai dû en faire peut-être 40 sans ambition derrière, parce que juste ça me faisait marrer en fait. C'est comme dessiner.
Ah ouais. Je dessine, quand je dessine, je veux pas être publié, je veux pas faire de la BD, juste je dessine parce que ça me fait kiffer. Et bah c'était pareil, les courts-métrages au début, c'était vraiment juste pour mon kiff personnel et apprendre et développer, parce que ça me faisait... J'aimais bien être devant mon ordi, faire du montage et tout, et j'avais pas d'intention particulière. Et après, quand ça commençait à devenir sérieux, enfin c'est surtout au niveau de Crow, parce que ça a lancé quelque chose, Crow. Après, ça a été coupé par le Covid. Et quand on a lancé le long-métrage, c'est vrai que à mon avis, j'allais pas avoir la gouache d'en faire 150, quoi. Avec le long-métrage, j'en aurais fait peut-être une dizaine. Et je me serais dit, ok, c'est ma marque, c'est la chaîne long-métrage, j'aurais mis sur YouTube. Et si ça prenait pas, j'aurais fait, bon, vas-y, je vais faire autre chose. C'est pas grave non plus. C'est un des échecs, on en a tous. Et puis finalement, on fait autre chose et c'est très bien, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, attends, je te disais quoi, Harry, et Harry me pose ces 2 questions. Et en fait, en parlant de Vermine, c'est là que je me rends compte que, ouais, en fait, il y a un propos, ce que ça raconte. Je viens du 93, mais j'avais jamais parlé de la banlieue et de la jeunesse en banlieue, et de ce que je ressentais. Et il y avait quelque chose aussi dans la frustration de ne pas y arriver, de ne pas être pris au sérieux, d'avoir la sensation que la façon dont tu t'habilles, là d'où tu viens, comment tu parles, ça te met des barrières, tu vois. Et de voir que les gens qui, eux, réussissaient à faire des clips, des cours, des pubs, des choses comme ça, et ben, on n'était pas du même milieu, quoi. Et j'avais un petit peu un truc rebelle à 2 francs de me dire, ouais, c'est parce que je viens de banlieue, c'est ça. Mais en fait, ça, c'était beaucoup plus que ça. Et du coup, les araignées étaient vraiment parfaitement le symbole représentatif de ce que c'était, et d'être jugé pour voilà, son apparence, d'où on vient, etc. Et en fait, le parallèle lui a tout de suite parlé. Et en fait, tous les éléments étaient réunis pour lui, pour se dire, ok, je pense que ça peut faire un bon long métrage. Et puis voilà, quoi. Après, on est allé voir un Netflix avec ça, quoi. Il t'a parlé d'une stratégie à un moment donné financière un peu, voilà. Parce que est-ce que c'est lui qui t'a demandé le dossier artistique, par exemple ? Pas du tout. Lui, je suis venu le voir la première fois juste avec le pitch. 2 jours après, je rencontre ses équipes. Là, je ramène 5-6 pages avec vraiment, là, pour le coup, des dessins, un truc beaucoup plus développé avec mes 3 actes, les persos, etc., etc. Et après, il me dit, on va voir... sa stratégie, c'était, on fait un original Netflix. On va sur Netflix, c'est les seuls qui peuvent financer des films de genre comme ça. Ambitieux, nouveaux, voilà. C'est les seuls qui vont prendre le risque. Et c'est ce qu'on fait. On va voir Sonia Askill et Sarah May. Et c'est les filles qui nous disent, on veut lire une V1. Donc du coup, Harry lance l'écriture de la V1 avec l'ambition d'aller sur Netflix avec. Tu es seul encore à ce moment-là ? Non, je suis avec Flo là. Flo, ouais, et on a écrit en 2 mois la V1. On s'est vraiment envoyé, on a dit vas-y, on met tout dedans. On a 2 mois pour convaincre et tout. Donc on a écrit comme des chiens. et donc notre V1 est envoyé à Netflix en 2022, tout début, genre vraiment janvier. Et on est entre guillemets greenlighté en janvier 2022. Donc Netflix nous dit, on veut pas le sortir sur la plateforme, on veut d'abord qu'il sorte en salle. Et ça, c'était le cadeau du destin. C'était vraiment C'est Harry qui te présente Flo aussi, qui t'a dit j'ai un auteur pour toi ? Non, c'est moi. Ah, c'est toi qui le connais ? Ouais, j'ai demandé à Jérôme, en fait, notre pote en commun, et j'ai dit à Jérôme que j'aimerais bien rencontrer ce gars-là parce que je sens que moi, j'ai des failles dans certains trucs et je trouve qu'il comble parfaitement ces failles. Je vois dans son écriture et dans ce qu'il a fait dans sa carrière que même s'il est connu pour de la comédie, la comédie c'est des personnages surtout, et du coup on s'est rencontrés et je lui ai tout de suite parlé de Vermine et il m'a dit que voilà, il n'aurait pas 36 occasions d'écrire des films d'horreur, donc il était chaud pour m'accompagner. Et puis après, voilà, on a eu beaucoup de chance aussi sur le chemin, quoi. Ça aurait pu ne pas se faire et mais pour le coup, ça s'est fait. C'est bien que tu aies eu la maturité. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu avais besoin de maturité. Là, tu le savais que tu avais besoin d'un co-auteur. L'écriture, c'est pour moi. Mais même encore aujourd'hui, quoi. Écrire tout seul, c'est un truc. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à faire des trucs solo et que ça roule, parce qu'à 2 cerveaux, il y a quand même une musique, il y a quand même quelque chose, un ping-pong qui se passe entre nous deux, on comble les failles l'un de l'autre et ça avance beaucoup mieux, quoi. Seul, c'est chaud, c'est vraiment chaud l'écriture.
Du coup, lui, le Flo, il ramène un peu la structure dans l'histoire. Bah ouais, il a sa Peut-être connaissance du scénario, la théorie. Et toi, que comment vous avez échangé un peu là-dessus? Comment vous avez fait pour vous répartir? Enfin, je sais pas s'il y a une répartition naturelle ou est-ce qu'en fait, dès le départ... Ouais, j'ai souvent tendance à dire, moi, je suis plutôt la peau, le muscle, tu vois, le truc qui bouge, l'énergie, on va comme ça, comme si je suis tout le temps en train de faire bouger le truc et avec des ambitions parfois démesurées, et ça Flo me le dit souvent en disant heureusement que t'es comme ça, parce que lui il est plutôt l'inverse, et lui il est plutôt le système nerveux et l'ossature du scénario, c'est-à-dire qu'il vient structurer toutes les choses que moi je lui balance dans la gueule, et du coup quand on construit des persos c'est comme ça, c'est-à-dire que moi j'y vais avec ce que je ressens, ce qui se passe en énergie, en électricité, en vibration, et lui est dans la structure d'un scénario, dans ce qu'il connaît d'un scénario, etc. Mais c'est marrant parce que maintenant qu'on se connaît très très bien, on commence un peu à inverser certains trucs, tu vois, c'est-à-dire que moi je commence à être un peu parfois dans la structure et dans ça, et lui est beaucoup plus dans l'énergie, et on a tendance à s'inverser, on apprend l'un de l'autre aussi et on se fait avancer l'un l'autre, c'est très cool. Parfois il y a plein de gens qui me disent on sent vraiment la patte de Flo dans la comédie qui est amenée dans Vermine. Je dis mais au bout d'un certain moment, lui il ramenait plus d'horreur et moi plus de comédie, tu vois, on s'est carrément inversé, quoi. Et peu de gens savent la capacité de Flo à écrire des trucs vraiment très dramatiques, très horribles, et pas forcément qui font rire tout le monde, quoi. Comment s'est passé les échanges avec Netflix suite à cette V1 et... Trop bien. Écoute, j'ai rien à te dire, c'était trop bien. Elles sont trop cool. Elles lisaient, elles faisaient des retours, mais elles étaient full confiance. Ça s'est passé d'une manière, et de toute manière, le financement était devenu pour le cinéma. Donc Netflix donne 30% du budget. Donc ça monte le budget tout en nous laissant écrire à côté. Donc nous, on commence à structurer le scénario aussi pour qu'il rentre dans une enveloppe. Et du coup, ça n'était plus un film Netflix. C'est devenu un film cinéma avec elle qui finance 30%. Donc du coup, il fallait bien évidemment qu'on soit tous en accord avec le film qui nous plaise à tous. Mais elles sont restées très en retrait de « on vous fait confiance, faites-nous une turbine pour la plateforme ». C'est tout, on veut juste avoir un bon film à sortir ça va être en mars 2025 du coup qui va sortir, parce qu'en fait c'est ce que fait Canal+ depuis toujours, et là maintenant ça y est, depuis quelques temps Netflix, la chronologie des médias a changé, Netflix a le droit aussi de faire ça, et on fait partie des tout premiers films sur lesquels ils font ça, et du coup elles étaient super compréhensives, super cool, elles nous ont laissé vraiment faire ce qu'on voulait, même en montage et tout. Il y a un moment, elles se sont fait une petite projo, elles ont eu 2-3 retours, mais même quand elles faisaient des retours, c'était en mode prenez ou laissez, mais nous on pense ça. Voilà, c'était pas pour le bien de la plateforme, on a besoin que nanana. Donc c'était trop bien. Donc t'avais le Final Cut, quoi. J'avais complètement le Final Cut sur ce film-là, c'était génial. Ouais. Magique. Si tu avais proposé ce scénario à Canal+, tu penses que ça se serait fait dans les mêmes conditions? J'ai l'impression qu'on l'a fait, si mes souvenirs sont bons, mais Harry, il va peut-être, s'il écoute ce podcast, criser, mais je crois que ouais. Mais je crois que Canal+, il voulait être un peu solo, c'est-à-dire que il voulait être les seuls sur le truc, et je crois que ce qu'il proposait, c'était vraiment un bail de premier film sans effets spéciaux qui se passe dans une salle de bain avec 2 acteurs, quoi. C'était vraiment huis clos, machin, je pouvais rien faire. Et du coup, on leur a dit, c'est gentil, mais vraiment, on peut pas, quoi. C'est impossible pour nous de rentrer le film là-dedans. Du coup, ils ont dit, c'est à prendre ou à laisser. On a dit, on va laisser, quoi. Et après, on a trouvé d'autres partenaires en allant à Cannes et tout. Et Harry a réussi à monter le truc pour que vraiment le film se fasse quand même dans des conditions qui soient cool, et qu'on n'ait pas à se péter les veines surtout. Et du coup, mais Canal derrière, ouais, c'est vrai que c'est un peu la porte du cinéma français. T'es un peu considéré comme le cinéma français quand t'as Canal plus le CNC. Et là, nous, on s'est retrouvés, c'est vrai, sans Canal et sans CNC, donc on était un peu les mauvais garçons du fond de la classe, quoi. C'est-à-dire le film que vraiment personne veut voir, c'est bon, sors-le, fais tes 30 000 entrées et rentre chez toi. Ouais, mais vous aviez quand même Netflix. Parce que maintenant, Netflix, ça peut attirer ou repousser. Netflix sur grand écran, c'est pas encore un truc où les gens se disent vont applaudir parce que t'as le tout-doom au début, quoi. Et moi, je pense que c'est voué à changer parce qu'il y a une nouvelle génération quand même de une réal
à qui Netflix donne la chance et Canal+ la donnerait peut-être pas, et de spectateurs qui s'en battent la race de quel logo il y a au début du film. C'est pas parce que c'est pas Canal que voilà quoi. Mais après c'est sûr que d'un coup quand on s'est retrouvé au César avec ce film-là, on s'est dit mais c'est au-delà d'être dans le cinéma français, parce que ça se voyait que c'était un espèce de petit microcosme de gens qui se connaissent. On est dans la famille Canal+, là, clairement, quoi. Il n'y a pas un film qui n'est pas estampillé Canal+, qui est là au César, quoi. C'était vraiment, on était les seuls avec ce putain de haine rouge, là. Et j'ai l'impression qu'on était quasiment pas les bienvenus, quoi. Et hein, s'il y avait un truc vraiment très, très, très étrange de pas avoir le même soutien, le même support, la même médiatisation et tout. Et du coup, quelque part, j'étais trop content que notre réponse soit le public, quoi. Qu'on fasse 300 000 entrées et qu'on soit là, voilà, mais les gens s'en foutent. Les gens, ils veulent kiffer en salle. C'est d'ailleurs suite à ça que Harry arrive à trouver donc France Télévisions. Ouais, pareil, des filles complètement starbées, trop sympas, trop rigolotes, quoi. Et France 3, quoi. Moi aussi, on fait le rendez-vous à Cannes, je me dis, bon... Et en fait, elles sont archi cool, elles ont envie de frissonner et tout. Quand je parle des araignées, que je commence à montrer le dossier artistique, elles sont mortes de rire et tout. Et elles disent, let's go, quoi, on vous aide pour ce film-là. Puis j'étais là, mais en fait, j'ai rencontré que des genres d'outsiders, j'ai l'impression, qui étaient en fait trop chauds et à qui on n'aurait jamais pensé, qui ont fait que ce film a vu le jour. Et je suis tellement heureux que le film ait eu ce succès-là, quoi, et que tout le monde en soit fier. Parce que tout le monde a pris un putain de risque, quoi. Et je suis trop content que ça ait payé, quoi. Que ce soit... qu'on n'ait pas été le énième film qui montre pourquoi on fait pas ça en France, quoi. Je reviens sur l'écriture. Vous aviez à peu près... vous avez fait combien de versions avec Flo, à peu près, on va dire, avant d'arriver à celle qui ressemble un peu à celle qu'on a sur l'écran ? Le truc, c'est que moi, j'arrête de compter au bout d'un moment, dans le sens où je pense 1, 2, 3, ouais, c'est vraiment des gros changements. Okay. Et après, ça devient plein de petites modifications à gauche, à droite, quoi. Et du coup, le film avait été budgété à combien, à votre V3 à peu près Je crois qu'on était budgétisé autour de 5, mais qu'on le fait à 4. D'accord. Ouais. D'accord. T'as senti qu'Harry, il était en... Enfin, je veux dire, là, j'ai l'impression que quand tu racontes l'histoire d'Harry pour trouver les fonds, ça a l'air simple. Est-ce que tu l'as senti en difficulté quand même à un moment donné ? C'est fou, en fait. Le truc, c'est que Vermine n'est malheureusement pas un exemple. Alors, c'est un miracle, c'est un truc aliment des planètes, parce que je fais la V1 du scénario pour Netflix en janvier 2022. Premier jour de tournage, c'est janvier 2023. Mais ça n'existe pas dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Cannes avec le dossier, avec le scénar et tout. Et en fait, on a eu l'impression que tout le monde voulait en être d'une manière ou d'une autre. Tout le monde, pas les grands, bien évidemment, mais que quand même, il y avait ce truc-là on arrivait à trouver, quoi. Enfin, moi, j'étais là pour les rendez-vous parce que je tenais à être là et je voulais faire les trucs avec Harry et comprendre ce qui se passe. Ouais. Ça reste le taf de Harry de mettre tout en place. Mais après, il y a aussi les Sofica, il y a plein de choses qui m'échappent complètement sur comment on finance un film. Ouais. Mais il a réussi à faire ça c'est même pas un an, puisque c'est un truc genre 9-10 mois, quoi, parce que après on rentre vraiment officiellement en prépa. Et moi, pendant ce temps, le fait d'être proche de Harry et de comprendre les contraintes financières, budgétaires, ok, et là t'as pas réussi à avoir ça, ok, c'est pas grave, machin, faisait que justement, tu me parlais des versions de scénario, ça faisait bouger le scénario. De base, c'était pas un huis clos tout le film. De base, il y a un moment où ça sortait de l'immeuble aussi, tu vois. Et tous ces trucs-là, j'ai toujours dit à Harry, de toute manière, dis-moi les contraintes, parce que moi, ça me rend plus créatif. Ça stimule. Ouais, ça me stimule à fond d'avoir des frontières, des barrières, quoi. Je me souviens d'une réunion où il fallait qu'on aille voir Netflix pour leur gratter 1 ou 2% en plus au-dessus de 30. Et on a réussi à avoir rendez-vous avec Sarah, qui est une personne qui est difficilement disponible, tellement elle a du travail, mais qui nous dit let's go, voyons-nous et tout ça. Et du coup, on se dit, bon, on va devoir gratter un peu. Et du coup, on va imprimer le dossier parce que on a ces 150 pages de PDF, de trucs. Il n'y a pas que mes dessins à moi. Il y a aussi ce que le chef déco a fait. On peut montrer où on en est dans le film, la construction des décors, comment l'emplacement de ci, de ça, notre casting, où on en était, montrer les têtes qu'on va avoir et tout. Et Harry l'imprime en format très beau gosse, papier à grains, machin, et le dossier il pèse et là, 5 kilos, quoi. Ouais. Et du coup, on arrive à ce rendez-vous, et puis il dit tiens, Sarah, bah, et il pose sur la table le truc, et elle commence à feuilleter comme ça, tac, 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 on parle un peu, et après elle lui dit bon, tu veux quoi?
Et c'est là qu'Harry lui dit, bon, il me manque 1 ou 2%. Elle sort son téléphone, elle fait un calcul bizarre sur sa calculette, elle fait, ok, c'est bon. Donc je sais pas si c'est le dossier qui a eu un impact. Je pense que vu la présentation quand même, ça doit jouer. Et ce que tu nous as dit aussi pour les nanas de France 3. Ouais. Donc ça avait aussi un peu Je sais pas. Je pense que y a un truc où des fois t'as de la chance dans ce métier qui est très crasseux, avec des gens crasseux, cette industrie un peu crasseuse. Il y a des gens extraordinaires quand même. Et je les ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup pour Vermine, et du coup j'étais juste face à des gens qui étaient encore des gamins et excités à l'idée de faire un film. On va y venir. Donc t'as ces 3 versions, on va dire. Harry gratte les derniers pourcents. Donc il arrive à avoir le budget qu'il faut, nécessaire. Donc là, donc c'est le feu vert. Cette fois-ci, on vous dit c'est bon, on y va. Moi, j'imagine dans ta tête, ça va être un truc de fou. Et là, on commence, j'imagine, à comptabiliser la complexité. Donc, j'imagine déjà commencer à recenser le nombre de plans truqués. T'as dû, j'imagine, te lancer dans le storyboard. Donc, tout ça arrive. T'arrives à combien de plans truqués ? 60, je sais plus, 70 ou 75. D'accord. Mais je sais que c'est là-dedans, quoi. Et c'était avec MacGuff, c'était vu, c'était ton budget te permet de. Voilà, pas plus. Et voilà. Et en storyboard, tu vois tes 70 plans précisément, quoi. Et pas un de plus, bien sûr. Non. Ah, mais vraiment pas un de plus. Hein. C'était impossible de gratter. Et dès le départ, tu avais ta séquence, t'avais ton fameux plan séquence. Ouais, complètement. Et du coup, on savait que celui-là allait coûter plus cher, etc. Mais c'était écrit dans le scénar que c'était plan séquence. La seule différence entre le tournage et l'écriture, c'était que je pensais que j'allais le faire avec un stead. Et donc, on avait un steadicammer qui a monté les escaliers et tout. Et j'avais pas l'énergie que je voulais. Donc, au final, c'est moi qui l'ai cadré, ce truc-là. Avec une cam épaule, vraiment, je voulais... en fait, il y a un plan sur 2 où c'est à l'épaule. Tous les plans épaules, quasiment, c'est moi dans le film. Parce que, tu sais, pour les acteurs, il y a quand même une énergie où quand c'est un film de survie, il y a un truc de proximité, de sentir aussi... et là, de me dire, je vais leur faire quoi ? On a fait une dizaine de prises où ils montent 5 étages. Ouais. C'est être avec eux, ça et porter la cam. Il y avait un truc de on est tous ensemble. Et donc quand j'en demande une autre, c'est pas je suis derrière mon siège, derrière le moniteur et tout. Je demande une autre, je suis en sueur comme vous et l'énergie elle est là et ça a tout changé sur ce plan là, quoi. Et bon, après pour revenir aux effets spéciaux, il était très chaud parce que passer du stead à caméra épaule en tracking c'est vraiment hardcore et vraiment des fois MacGuff ils ont vraiment galéré et voilà. Mais après ils étaient très 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 proches de moi sur le tournage et en post-prod. Ils étaient tout le temps là et on a beaucoup parlé, communiqué, ce qui est la clé, quoi, de savoir ça, on va essayer de le faire comme ci, ça comme ça, qu'est-ce que tu penses si je fais comme ci, comme ça. Et ça vraiment, ça nous a aidé, je pense. Les FX représentaient beaucoup dans le budget ou... Je crois qu'on est à 10%, je crois que c'était 400 000, un truc comme ça, ouais. Ok. Après, je dis c'est 400 000. MacGuff a mis la main à la poche et MacGuff a mis beaucoup de participation. Ouais. D'accord. En humain, voilà, tu vois. Mais ils ont fait beaucoup plus que ce qu'on est censé faire dans l'enveloppe de 400 000, quoi. J'ai une question. T'as tout storyboardé. Est-ce que tu storyboardes les chants et les contre-chants aussi ? Non, en fait, justement, je m'évite des trucs bidons où je vais faire le même... c'est un dialogue, je vais faire le même truc et tout. Globalement, si je vais mettre le master et puis lui, il aura ce plan, lui, ce plan-là, je vais mettre les gros plans si j'en ai besoin parce qu'il raconte quelque chose. Mais c'est vrai que la prio, c'est les scènes avec des plans truqués. Ça, c'est la première chose que je fais. Et après... Ouais, par exemple, toute l'intro du film et tout ça, c'était storyboardé parce que c'est vraiment... Tu vas arriver dans le désert préparé et tout. Mais dès que c'est un truc où tu dis la journée, elle est un peu tranquille, on va être assis sur des canapés, ils vont devoir juste te parler. Ça arrive en dernier. Je peux aussi faire un fichier Excel et mettre... D'accord. Ouais. Ok. Quelle référence visuelle tu avais donc avec Alexandre Jamin, ton chef opérateur ? Pas mal Green Room, Jérémy Saulnier. Huis clos, hyper stressant dans une salle de concert. Pour le côté vraiment éclairer l'obscurité. Alien, évidemment, et ça c'est aussi avec Fabien Pascal, notre étalonneur, qui est
qui est un gars de la vieille école, quoi, qui a étalonné des trucs encore sous pellicule et tout, donc du coup, qui avait des techniques d'étalonnage de fou à nous apprendre et tout, donc c'était trop enrichissant aussi. En image, on était plutôt sur... T'as gardé un peu ce style déjà que t'avais sur Zer, enfin tous ces cours que t'as fait, il y a déjà un truc un peu comme ça, granuleux, très contrasté, mais ça c'est marrant, très coloré, quoi. Parce que quand on bosse avec des gars comme ça à l'ancienne, qui eux, leur taf c'était... Son premier taf, c'était aussi d'éliminer les défauts de pellicule, de point par point. C'est-à-dire, tu vois une rayure, tu l'enlèves, etc. Ouais. Et nous, la nouvelle génération, on leur demande d'en rajouter. Parce qu'on n'aime pas l'image trop lisse du numérique. Donc plus, ça lui faisait péter un plomb de se dire, mais vous me faites rajouter des défauts à l'image. mais en fait, c'était faire un film qui se passe dans le noir, mais le faire colorer. Ça, c'était vraiment un des objectifs, de pas avoir un truc qui est trop désaturé, tout ça. Oui, c'est un peu, c'est ce que je sous-entendais, mais c'est que c'est quand même une continuité de l'univers visuel que tu avais posé dans tes cours, quoi. Ouais, moi, de toute manière, je suis très dans un truc où je veux développer un univers pour le film en question. Holo, c'est le truc le plus coloré, shiny que je ferai jamais, probablement. On a développé même une technique d'étalonnage pour faire un effet glow, etc. Ouais. Mais c'est marrant parce que dans Vermine, du coup, cet effet glow, j'ai voulu le garder, il est réduit, mais ce côté lumière bavante et tout ça, je savais que pour ce que je racontais, pour le film un peu vertical que c'est, et pour intégrer des effets spéciaux beaucoup mieux, en fait, je savais que ça allait ramener une espèce de rideau, de couche, qui allait faire que les choses se collent. Homogénéiser un peu l'ensemble. Et mettre des araignées derrière des flammes. Si les flammes, elles bavent un peu et que cette bave va sur les araignées, et du coup, c'est pareil, c'est Lux qui s'occupe de l'étalonnage, qui a développé un plugin exprès pour le film, parce que je pouvais pas tourner avec des filtres, ce qu'on appelle les filtres fog. C'est ce que j'allais dire. Je pouvais pas mis de filtre à la prise de vue, tu l'as rajouté derrière. Pour les vraiment de la poste. Ouais, okay. Je peux pas parce que sinon, ma gueuf, ils vont se péter les dents en fait, sur le truc. C'est comme l'anamorphique, c'est assez galère quand même en effets spéciaux. On préfère tourner en sphérique. Donc j'étais en sphérique et sans filtre, mais du coup, l'image que j'avais sur le combo, je savais, on avait fait des tests quand même, je savais derrière c'était filtre fog et je savais ce qu'il allait créer sur l'image et j'allais pouvoir maîtriser tout. Donc, mais bon, le plugin a été développé exprès pour le film carrément. Comme parfois aussi, tu as des fois des fuites, un petit peu de fuite de lumière. Ouais, un peu, exactement. Donc ça aussi, c'est pas un filtre qu'on a mis devant la caméra, là, c'est quelque chose que vous avez fait en post. Parce que sur la cam, on pouvait vraiment rien mettre à partir du moment où on avait les effets spéciaux, ça devait être lisse, clean pour pouvoir intégrer ça. Ça se tient. D'accord. Et je sais que tu avais dit aussi que tu avais une référence comme Seven. Ouais, évidemment. D'ailleurs, sur la première, alors c'est assez drôle parce que moi, j'ai regardé le film avec le commentaire. Ouais. Ah ouais, putain, je m'en souviens même plus. Est-ce qu'en fait, vous avez cette référence consciente qui est Seven, avec un peu le papier journal, sur les fenêtres de la boutique. Mais c'est vrai qu'en regardant la scène aussi, on pense aussi à Gremlins, puisque c'est en fait le point de départ. Mais vous avez dit que c'était quelque chose complètement d'inconscient. C'est inconscient, mais c'est trop bien. Je pense que ça en raconte tellement sur nous, des gamins des années 90, quoi. C'est des films qu'on a vus à Noël, on a trop kiffé et tout. Et quand on écrit un film, on se dit, mais d'où il vient le monstre ? Ah, ok, il vient du désert, il est ramené et ensuite dans une boutique un peu machin et pas une seconde on pense à Gremlins et les gens font comme dans Gremlins et on fait oui évidemment comme dans Gremlins. Évidemment le film nous a carrément marqué et je trouve ça trop cool et là dans Evil Dead qu'on est en train d'écrire on va me faire la même et je vais faire évidemment pourquoi j'y ai pas pensé à ça, effectivement c'est complètement ça mais c'est trop cool parce que c'est vraiment tu te rends compte des structures que tu reproduis, des choses qui ont vraiment fonctionné pour toi et tu les fais quoi. Comment se passe le... Pardon, excuse-moi, j'ai empiété sur... Ouais. Pour le son, comment ça se passe ? T'as commencé à bosser en amont moi, c'est 80% du film, le son. Faut savoir vraiment que autant je suis relou en montage, autant en son, c'est heureusement encore pire. Tout est sur relou. Heureusement que César me connaît très bien. C'est le gars avec qui je bosse depuis 15 ans, quoi. Moi, le son, c'est vraiment... énorme le travail que je demande en son et mon attention aux détails. Oui, tout est préparé aussi en amont, les stridulations des araignées, qu'est-ce que ça va raconter, je l'écris au scénario aussi, quel type de son ça va être. Dans le scénario, il y a plein de gimmicks qui sont en son. Avec Flo, on écrit avec beaucoup d'onomatopées, on met brr, bam, pif, paf, pouf, comme si c'était une BD parce que on trouve que ça ramène vraiment de la facilité dans la lecture, ça donne envie de tourner les pages. Donc tout est très 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 sonore. Je mets aussi les titres
de certaines musiques au scénario pour que les comédiens qui lisent se mettent en place aussi la direction artistique du truc. Donc le son est extrêmement présent dès le scénario. Et après, César, comme c'est un pote à moi, très vite, je lui fais lire aussi mes V1, V2, et on en parle. Et il me dit, ok, ça va être le challenge, ça, on va faire comme ci, ça, je pense qu'il faudrait que tu rencontres Bidule, que je connais, qui va me permettre de faire ci et ça. Et c'est un peu comme ça qu'on procède. Et musique, pareil, mes gars, depuis aussi plus de 10 ans, un truc de très vite, on lit ensemble. Quelle couleur on sent, quel type d'instrument, et une DA de musique qui est aussi importante que la DA visuelle, quoi. D'ailleurs, tu pars d'abord sur une musique originale ou tu penses aux musiques rap ou rock ou que tu Dans veux le scénar, je note les musiques existantes. Sur cette scène, il y aura 7 musiques et il y aura les slow-mo, les tableaux. Pour que ça, n'importe qui lise le scénar pour le travail se dise ok, je vais l'écouter, je vois un peu ce qu'il veut et la DA se dégage. Pour Doug et Xavier qui s'occupent de la BO, ils en ont pas besoin, ça, parce qu'ils savent eux l'apport musique originale. Et ça, nous, derrière, on développe le cahier des charges de zéro. C'est-à-dire que vraiment, on lit le scénar et on dit c'est ça qui se dégage comme ambiance. Pour Vermine, on était très rouille, très corde, 2 types de sonorités, sonorité humaine, sonorité araignée. Mais ça, c'est parce que je leur ai dit, j'ai 2 types de mise en scène aussi. Les sonorités des araignées, les fils, les cordes qui descendent, toutes ces choses-là, on le met en place en amont pendant facile 2-3 mois pour que quand ils se mettent à composer, en fait, on soit jamais trop loin de où on s'était dit qu'on allait, quoi. On s'était interdit les percussions, par exemple, parce que araignée, parce que tout ça. Et du coup, il fallait trouver d'autres types de façons de donner de la rythmique, en fait. Et du coup, c'est là qu'ils ont commencé à développer leurs grosses cordes de contrebasse qui font des sons qui sont presque des kicks, beaucoup plus agressifs. Et Crow, à l'ancienne, c'était des grognements sur cordes aussi. Et ils ont bossé avec un gars qui faisait de l'octobasse. Donc c'est encore plus grave que la contrebasse. Et qui a des sons où on dirait que c'est un tigre qui grogne des cordes. Et on a tout développé autour de ça. Et c'est trop amusant à faire, quoi. C'est enrichissant aussi, quoi. D'ailleurs, j'y pense. Tu mentionnes que ton alien préféré, c'est Alien 3. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, tiens, est-ce qu'on devrait avoir un espèce de point de vue des araignées, ça c'est marrant, c'était les premières conversations avec Aja quand je l'ai rencontré. Le film de monstre, comment tu fais de déplacer le monstre, comment t'économises de l'argent aussi, etc. Mais moi je voulais absolument pas avoir ce truc là du POV à la Predator ou les dents de la mer et tout, je voulais pas tomber là-dedans. Donc du coup j'ai voulu trouver une autre méthode, mais la réponse elle était super simple en fait, elle était vraiment dans l'araignée, elle te fait peur quand tu la vois pas en fait. Donc t'as pas besoin de te dire oh elle est là, en fait tu la vois, cut, plan, contre-champ, tu reviens, elle est plus là. C'est bon, le public il sera déjà en train de frissonner. Parce que du coup tu dis elle est quelque part dans la pièce. Et je voulais toujours les accompagner, c'est-à-dire pouvoir les suivre. C'est ce que j'appelais la mise en scène araignée, qui est beaucoup plus élégante sur un fil, avec des mouvements de caméra très fluides, où on les accompagne dans les canalisations, on les voit sortir des bouches d'aération, etc. Mais c'est pas un point de vue direct, on n'est pas à l'intérieur, mais en tout cas on peut suivre leur progression et être un peu omniscient pour pouvoir faire frissonner le spectateur. Mais c'est vrai que le point de vue monstre, moi c'est un truc qui fait très années 80 pour moi. Je voulais un peu l'éviter, éviter les pièges du film de monstre, quoi, en fait. Hein, même sur une scène, non, ça aurait été trop. Ouais, moi je pense que le côté en plus elles ont 8 yeux et tout, j'aurais développé un truc, enfin ça aurait été un peu kitschos. Ouais, je voulais un peu. En fait, il fallait quand même dépoussiérer ce genre-là, quoi. Le Natural Horror, les rats géants, les trucs géants, les araignées, les machins. Il fallait, si je m'attaquais à ça, il fallait le dépoussiérer, il fallait le renouveler. En tout cas, ma méthode. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé un film comme Arachnophobie ? Même pas. Non, on s'est rematé Green Room. Je crois qu'on a maté Crawl. Je crois qu'on a été un peu sur Piranha de Aja.
Mais après, on s'est plutôt maté des trucs qui sont pas spécialement horreur, en fait. On était sur de la construction de persos, on était sur du survival, un peu... Die Hard. Un Il y peu a un peu de intense. Die Hard Il y a pour du le- Die Hard à ouais. donf. Ouais. Surtout Die Hard, c'était comment écrire l'arène, comment Ouais, bien écrire sûr. le décor, et comment en fait dans Die Hard, Se repérer à l'intérieur. tu vois un poster et tu ouais. sais où t'es, Ouais. et du coup réussir à faire ça aussi. Plus que se dire je vais mater un film d'horreur, comment il a fait son jumpscare, je vais faire comme ça, enfin ça c'était un peu, c'est ce qu'on évitait quoi. Tu as mentionné que tu as rencontré Alexandre Aja. Tu dis Aja. Dans quelles circonstances? Mais parce que je dis Aja parce que je crois que c'est Alexandre Junior Arcadi Aja. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Ouais, bah voilà. Je l'appelle Junior en fait. On est très intimes. Non, ouais, on s'est rencontrés parce que la seule aide publique qu'on a eue, c'est on a eu une petite aide sur les effets spéciaux. Mais c'est grâce à Alexandre parce qu'il était président du jury en fait de ce comité. Et lui, ça faisait des années qu'il développait un film d'araignée, qu'il n'y arrivait pas, c'était trop gros, etc. Et que quand il a lu le nôtre, de ce qu'il nous a dit en tout cas, il a vu le remède à tous les trucs qu'il avait en fait dans la simplicité du pitch. On enferme des gens dans un immeuble avec des araignées. Et du coup, en tout cas, il s'est dit ça, je veux le voir. Je veux voir comment il va le faire. Du coup, il nous a donné l'aide. On a eu cette petite aide et du coup derrière j'ai sauté sur l'occasion pour lui dire est-ce qu'on peut se voir pour que je te remercie quoi. Et on s'est pris un verre, il y avait Harry aussi, on a beaucoup parlé et il m'a posé plein de questions techniques, comment tu veux faire ci, ça, il m'a donné 2-3 astuces, il a été vraiment pas avare de conseils, moi je me notais plein de choses etc. Et après il est resté un peu comme une espèce de mentor au-dessus du film, il a toujours été un peu là, il m'a laissé tranquille 100% pendant le tournage, mais quand il y a eu des petites images, des petites choses et tout, il a commencé à regarder et derrière on s'est fait l'avant-première à Paris avec lui et c'était trop cool de voir sa réaction et de voir qu'il avait vraiment kiffé le film et voilà, un super gars en tout cas, vraiment très précieux. Soudé, on n'est pas nombreux à faire peut-être du genre aussi de ce type-là en France, donc peut-être ça. Peut-être, Enfin, je dis en France, lui, maintenant il s'est exilé. Enfin, il Bah, bosse il est beaucoup. entre les Il est entre les deux, quoi. Il a des projets en France. Ouais. Le casting, comment ça s'est passé, du coup? Il y avait juste Jérôme qui avait son rôle. Ouais. Moi, mon premier objectif, c'était bien évidemment Caleb. Et j'avais quelques personnes en tête, dont Théo. Et je voulais pas faire du casting pour le rôle principal, je voulais rencontrer parce que je savais que j'allais voir des acteurs que je kiffe et qui sont bons. Ouais. Donc je voulais surtout voir humainement comment ça se passait. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Théo, on a un peu connecté. On a connecté sur la prise de risque, on a connecté sur l'envie de faire bouger des choses dans le cinéma français et tout, même génération à vouloir bousculer et tout. Et je crois que je l'ai vu 4 ou 5 fois avant de lui envoyer le script. On bouffait des pizzas, on parlait beaucoup, on s'envoyait des trucs et tout. Et c'est un gars qui a vraiment envie de tout arracher quoi. Et on s'est connecté là-dessus. Et puis à un moment là, il a fallu lui envoyer le scénar. Là j'ai commencé à flipper parce que ça faisait plein de fois qu'on se voyait. Et maintenant il fallait assumer. Et je crois que quand il a lu le scénar, il a flippé. Je crois il m'a dit que c'était flippant parce que on sait pas comment vont être les effets, on sait pas si je vais obtenir ce que je veux, ça peut être un vrai nanar et tout ça. et j'ai réussi à le convaincre et toujours est-il que bon, maintenant il est très fier du film et tout le monde est content, mais je me rappelle de ce petit moment de flip où il a fallu quand même le prendre par la main et lui dire non, vas-y, fais-moi confiance, on y va ensemble, on va y arriver, machin, je te promets que tu vas pas être déçu, machin. Et à partir de là, il a dit let's go et il a tout donné sur le film. Et après, Finn, c'est casting. J'ai rencontré en casting et je l'ai trouvé trop cool. Il a fait le casting pour le rôle de Théo de base, pour Caleb. Ah ouais. Ouais, et je l'ai trouvé trop cool. Et je me suis dit, il ferait un bon Jordi avec son grand corps, là, comme ça, comme il se déplace et tout. Et les filles, c'est Constance de Montois, donc la directrice de casting, qui m'a proposé plein de profils. J'ai vu beaucoup de profils différents. Et c'était les meilleurs, ça c'est une certitude, mais c'était aussi les meilleures meufs, êtres humains, quoi. Elles étaient parfaitement dans l'énergie que je cherchais. Lisa avait pas d'expérience, mais quand je l'ai mise en face de Théo, j'ai vu une petite meuf insolente que je voulais, quoi. J'ai vu la nana qui s'excuse pas d'être là et qui est la petite sœur, mais qui le prend vraiment de haut, et c'était génial de voir comment ça interagissait.
Et Sophia, c'était sa force dans l'équilibre dramatique et comédie, parce que le personnage de Lila devait ramener l'arachnophobie, mais de manière un peu drôle. Elle doit être la voix du spectateur. Le spectateur doit se dire heureusement que elle est là, parce qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pense dans la salle. Et elle m'a fait, on a fait un exercice en fait où en casting je lui ai demandé de faire comme si elle était dans une douche, donc enfermée dans un espace qui fait vraiment 1 mètre carré, et je l'ai enfermée avec des chaises dans un coin. C'est moi qui filmais la prise, et il y a ce qu'on appelle une réplique en casting, quelqu'un qui donne la réplique. Elles se sont échangées le numéro de téléphone, j'ai envoyé la réplique loin dans la cour. Et je lui ai dit, elle va t'appeler et elle va te demander de venir l'aider, et tu dois lui faire péter un câble. Tu dois lui dire que t'as pas le temps, t'es avec des copines. Des fois, quand elle te parle, tu parles à quelqu'un d'autre, tu rigoles, puis tu reviens au téléphone, elle doit devenir folle. Et Sophia, elle, je lui ai dit, t'es dans la cabine de douche, t'es enfermée, et il y a une araignée comme ça sur la poignée. Tu peux pas sortir. Tu dois appeler ta copine pour qu'elle vienne t'aider. Et je l'ai laissé faire ça, et c'est là que j'ai vu l'équilibre. C'était archi drôle, et en même temps Sophia, elle était en train de chialer, quoi. Et elle chialait vraiment, et c'était vraiment le parfait équilibre du film. Et après, au-delà de ça, après on s'est beaucoup tous vus, on a mangé ensemble et tout ça, et c'est comme ça que s'est construit le groupe, quoi. Il y a une des deux, pardon, j'ai oublié, c'est laquelle, qui vient du Labec, enfin qui bosse au Labec. C'est Lisa, il me semble. Ouais. Bonne capacité d'impro, ça t'a un peu aidé ça, l'impro, ou pas du tout? Ouais, quand même, hein. Moi je fais partie aussi du truc où j'aime bien donner de la liberté aux acteurs. J'ai le fond de ce que j'ai écrit, mais c'est ce qui compte en fait, et la forme, faites ce que vous voulez les gars, si vous avez envie de le dire de cette manière ou d'une autre, j'en ai rien à foutre. T'étais pas accroché aux répliques? Non, il y avait quelques lignes de dialogue où j'en avais besoin. C'est vrai que j'étais assez fan de 2-3 punchlines entre guillemets, mais je l'ai laissé beaucoup faire, et on a fait beaucoup de lectures ensemble, et il y a des moments où ils sentaient pas ci, ils sentaient pas ça, et au bout d'un moment ils se sont appropriés les personnages, et c'est là que s'est passée la passation, quoi. C'est qu'à un moment je leur ai fait confiance, j'ai dit maintenant c'est à vous, moi je vais devoir me concentrer sur 1 milliard d'autres trucs, je vais faire en sorte de vous diriger, de vous emmener dans une direction, mais c'est vous maintenant qui prenez en charge ces persos, et vous les devenez, quoi. Ils ont mis beaucoup de en fait là-dedans, dans la création pure du film, quoi. Ils ont été à 200%, quoi. 32 jours de tournage, c'est ça? Il y a eu une 30aine de jours, et je crois que les 2 c'est Maroc, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Vous avez tourné à peu près dans la chronologie? À peu près, ouais. Il y a eu un truc qui était bien fait. C'est l'avantage des studios, encore une fois. Ça a aidé tout le monde, même make-up, même surtout les acteurs, en fait, en termes d'émotion. Bon, écoute, c'est une question, au vu de ce que tu as dit, je la pose quand même, mais est-ce qu'il y a eu des conflits, et si oui, comment tu les gères? Comment tu les as gérés? En fait, je me souviens de un en particulier, et qui est assez symptomatique d'un tournage, quoi. C'est vraiment, en tant que réal, tu vois, surtout, t'as la technique et t'as les acteurs, et c'est des énergies complètement différentes. La technique, on est vraiment sur quelque chose, ça marche pas, tu le vois sur le combo, c'est ok, on va changer ça, tac, tu règles. Quand tu fais de l'émotion et les personnages, bah c'est organique. Ouais, c'est vraiment jouer du violon, quoi. C'est vraiment un peu plus d'aigu, un peu truc, un machin, et tu rajoutes plutôt de la cuisine, quoi. Je vais rajouter une pincée de sel, machin, et des fois ça marche pas du tout. Et en fait, le plan travelling arrière de 20 mètres, là, c'était un plan où la technique et les acteurs devaient se retrouver au top au même moment. Et en fait, ça, sur 15 prises, faut avoir de la chance d'en avoir une où tout le monde est au top, où tout fonctionne, et étant très méticuleux sur le détail, etc. C'est vrai que moi on l'a refait beaucoup de fois, en fait. C'est une journée qu'on a dû couper même plus tôt, où à un moment on a parlé avec le directeur de production, on a dit là on n'arrivera à rien faire d'autre derrière, parce que à leur défense, les acteurs, je les ai mis dans un périmètre de 2 mètres carrés dans lequel ils ne devaient pas bouger. Nous, le plan, on l'a fait à l'envers, c'est-à-dire que dans le film, il est mis en travelling arrière, mais nous, on l'a tourné en travelling avant. Ouais. Donc, du coup, je leur disais, clignez pas trop des yeux, bougez pas trop non plus, mais vous devez être terrifiés. C'est la chose la plus effrayante que vous voyez. Il faut imaginer que quand je suis à la fin du plan, quand moi, je m'apprête à dire couper, c'est le tout début. Ouais. Donc, vraiment, j'ai besoin de vous figer. Donc, inverser un peu dans vos têtes. Donc, déjà, gros challenge. Parce qu'en plus, ils doivent se dire, je vois 4 millions d'araignées devant moi, quoi. Et nous, à la technique, on a ce travelling de 20 mètres qui doit être parfait, qui doit pas dévier, qui machin. On n'a pas de techno-crane à 13 000 balles par jour. On a une putain de dolly poussée par 2 machinos qui sont dans l'étoile d'araignée. Mon chef-op qui est en train de crever. Enfin, c'est vraiment ultra technique comme plan.
Et au bout d'un moment, la technique vraiment commençait à se rôder, mais c'est fatigant, c'est dur. Et eux commencent à se fatiguer, mais comme ils sont 5, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils commencent à blaguer et à être dans le on se marre et tout. Et quand je dis vas-y moteur, ils se reconcentraient, mais c'était pas foufou. Et je me rappelle les avoir pris à part dans les loges et avoir fait ton sermon. Ouais, mon petit truc de vous respectez pas l'équipe, vous respectez pas ce qui se passe. J'ai bien conscience que c'est dur pour vous, etc. Mais c'est peut-être beaucoup plus dur pour les autres. Et on est tous ensemble dans ce truc-là, quoi. Il y a personne qui est machin. Et j'ai besoin de vous et machin. Je sais plus exactement ce que c'était, mais toujours est-il que ils en parlent tous encore aujourd'hui comme un espèce de tournant dans le film. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et après ce moment. Et après ce moment, d'un coup, ça a ressoudé le truc. Peut-être parce que c'est le moment où je me suis vraiment imposé en tant que capitaine du bateau, que avant peut-être j'étais considéré comme le réal, mais qui est très pote avec eux, et que là d'un coup je reprenais un peu ce statut, et que ça leur a fait du bien en fait de se rappeler oui bon, ça reste un gars qui s'est tapé pendant 15 ans pour faire son premier long, aujourd'hui il y est, et c'est pas nous qui allons mal faire, quoi. Et ça a ressoudé vraiment tout le monde, alors que ça m'avait l'air assez tendu, et c'est la seule fois où il y a eu un petit crochet, quoi. Est-ce que le montage a commencé au moment du tournage, ou est-ce que vraiment tu as fait une pause entre le tournage et le montage ? Ouais, moi c'était la première fois que je bossais avec d'autres monteurs. J'ai toujours monté mes courts-métrages, donc c'était vraiment la découverte. Et ouais, ça a commencé, je crois, 2 semaines après le premier jour. Et quand il y a suffisamment de rush, ça a commencé à monter. Et ouais, ça montait en parallèle pour histoire de voir que les choses fonctionnent quand même, qu'on manque pas de trucs capitaux, et que la script reçoive un appel avec ouais, là sur cette scène vous avez oublié de faire ça, là du coup on comprend rien, pour que on ait tout le nécessaire pour pouvoir faire ce plan qui manque. Mais comme on était suffisamment prêt et organisé, et que voilà, la clé c'est la prépa. T'avais pas peur de la frustration de pas pouvoir monter toi-même, parce que en faisant si. tout soi-même, J'ai fini à un moment donné par mettre les mains dedans. Enfin, j'ai quand même monté une bonne partie du film. J'ai tendance à dire que quasi la deuxième partie, quand ça commence à être la catastrophe, le chaos, c'est plutôt moi. Mais c'est vrai que Nassim, on avait Thomas qui s'occupait du coup du bout à bout, et qui a fait vraiment ce travail qui est très dur en fait, de monter sans réal et de juste voir si ça fonctionne, et d'avoir un bout à bout de 3 heures qui est assez dur à mater pour un réal, etc. Donc lui, il a fait ce taf là. Il s'en est très bien sorti, mais après c'est Nassim qui a commencé à mettre les mains dedans, et là où elle m'a été extrêmement précieuse, et où j'ai découvert vraiment le travail de monteur, c'est sur les personnages, l'accompagnement, les dialogues et tout ça, et vraiment la construction d'un personnage sur 1h30 de film. Parce que moi, en monter des courts-métrages de 10 minutes, c'est pas la même chose. Et du coup, c'était assez impressionnant de voir ça, comment les personnages réfléchissaient, comment elle amenait le regard de celui-ci sur celui-là, comment ça a changé ça et ça et ça et ça. Et après, pour tout ce qui est on va courir dans des caves, et puis on tombe dans l'escalier et machin, et ça doit être tendu, et bah déjà je l'avais filmé, donc je me sentais de le monter, donc ça j'ai plutôt monté moi. Il y avait moins de pression pour moi à faire ces trucs là, quoi. C'est un montage à 4 mains, et bien évidemment Thomas au bout à bout, quoi. D'accord. Je rétropédale peut-être juste un petit peu, parce que là on met un pied dans la post-prod, mais juste pour terminer sur la partie tournage, on n'a pas parlé quand même de l'essentiel, c'est-à-dire travailler avec des araignées. Il y a une partie qui a été faite en post-prod bien sûr, mais il y a une autre partie quand même au tournage où vous aviez des vraies araignées. Est-ce que ça s'est révélé plus dur que prévu, ou est-ce qu'en fait au contraire, est-ce que ça t'a amené plus de choses que prévu ? Bah en fait, tourner avec des animaux, pour moi, c'est la même chose, quoi, que ce soit des chiens ou des araignées. C'est-à-dire que tout repose, pas sur l'animal, mais tout repose sur toi, ta flexibilité, toi, ta capacité à réagir en fonction de ce que l'animal y fait. Et donc, du coup, c'est vrai que, par exemple, la scène de la salle de bain, qui est un peu centrale sur comment on bosse avec une araignée, et qui est symptomatique, c'est divisé en deux. C'est d'abord, on fait notre tournage araignée, ensuite notre tournage humain. Donc, tu commences avec l'araignée, et en fait, bon, tu comprends vite comment ça se comporte une araignée, quoi. Une araignée qui a chaud va se déplacer très vite, une araignée qui a froid va être quasiment statique. Donc du coup, une araignée qui a chaud, c'est-à-dire que à peine tu la sors de sa boîte, elle peut partir à 200 km/h. Une araignée qui a froid, c'est l'araignée qui a couru pendant 10 secondes. C'est-à-dire qu'après 10 secondes de course, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie dans l'araignée.
Donc ça, c'est une astuce pour les gens qui veulent pas tuer les araignées chez eux. Déjà, c'est faites-la courir, débrouillez-vous pour la faire courir. Au bout de 10-20 secondes, il n'y a plus rien. Elle pourra plus sauter, plus machin, plus vous surprendre. Et c'est là qu'on peut mettre le verre tranquille et la prendre tout doucement. D'accord. Donc du coup, c'était simple. J'avais besoin que l'araignée soit statique sur une serviette. On la faisait courir et puis après, on la posait, elle bougeait plus. Et si j'avais besoin qu'elle soit plutôt chaud et énervée, je la mettais au sol. Elle sortait de la boîte et puis juste avec une paille, un petit coup de vent et brac, elle part direct. Et après qu'elle parte à gauche, à droite, machin, on peut pas maîtriser. Ça, c'est ma flexibilité à moi. Donc retourner pendant, je sais pas, une heure avec l'araignée, elle a fait ci, ça. Et là, moi, je fais mon découpage dans ma tête. Je fais, ok, elle a fait ça, donc je vais demander à Finnegan de faire ci, ça, le contre-change truc et tout. Des fois, Finnegan, par exemple, voulait tourner vraiment avec l'araignée, donc je chopais un plan en continuité où c'est sa main qui arrivait sur le truc. Et en fait, là, c'est là que le montage était précieux. C'est heureusement que je monte parce que du coup, je me faisais le montage dans ma tête. Ce plan-là, je vais l'allier à celui-là, ce mouvement de cam, je peux faire ci, ça. Je veux pas péter l'axe, les 180 degrés. Là, je sais que lui, il va regarder dans la bonne direction, machin. Là, il me manque ça pour que ces deux-là se lient. Et je fais tout ça sur le set. Et après, ça donne ces séquences avec des vraies araignées qui fonctionnent. Et sinon, il y a les doubles passes, triple passes, multipasses, qui fonctionnent aussi. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est débrouillé avec les araignées. Voilà, c'était des petites choses toutes fragiles, toutes sympas, qui en avaient rien à foutre de notre tournage. Et nous, on faisait en sorte de juste, en tout cas, qu'elles ne soient pas stressées, pas flippées. On les pose par terre, elle court, après elle retourne dans son terrarium tranquillement. Puis elle n'a même pas compris ce qu'elle a fait. Et puis moi, je suis très content. Et c'est donnant, quoi. D'accord. T'as une anecdote pour conclure sur la partie tournage ? Pour les araignées, on était vraiment à toi. Tu voulais rajouter un truc, pardon. Non, oui, je voulais juste rajouter un petit peu parce que dans le commentaire audio, tu parles de multipass. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, il y a une grosse tricherie sur la scène justement de la salle de bain. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs araignées qui sortent du truc. Alors en fait, c'est la même à chaque fois. Sauf que justement, est-ce que vous attirez l'araignée dans une direction à chaque fois ou c'était Non. Comment vous avez fait, hasard total. C'est vraiment, il y a Karim qui est sous la douche avec l'araignée. Et on a mis la caméra sur pied. Le mouvement épaule est rajouté après. On met sur pied pour pouvoir que la multipasse elle fonctionne. Et vraiment, en fait, c'est très simple. L'araignée, tu la mets avec tes mains et la seule sortie avec de la lumière, c'est le trou. Elle va passer par le trou pour partir. Et non, en fait, on l'a fait une 20aine de fois et elle est à gauche, à droite, en haut, en bas, machin et tout. Et puis quand ça se superposait, peut-être qu'on en choisissait une des deux, quand ça allait trop dans la même direction. Et des fois, fallait accélérer l'image parce qu'elle se déplaçait trop lentement et tout. Et en fait, chaque passe est traité indépendamment. Et après, elles sont collées les unes au-dessus des autres. Alors, on peut partir en post-prod. Anecdote peut-être, tournage. Est-ce qu'il y a une anecdote éventuellement qu'on aurait... que tu peux... Non, on a forcément eu de l'araignée qui s'est échappée et qui se barrait, mais après c'était très marrant parce que elles étaient quasi mieux traitées que les acteurs, donc c'est vrai que quand une araignée se barrait, tout le monde s'arrêtait de travailler tant qu'on l'avait pas retrouvée parce que je voulais pas qu'on marche dessus ou quoi. Donc c'est vrai que les moments où les araignées se barraient, sortaient du décor, il y avait vraiment un truc où tout le monde se figeait. Et tout le monde sortait son flash de téléphone et filmait par terre et tout. Et tu trouvais un espèce de mastodonte comme ça qui fait la taille de ta main par terre, qui bougeait plus. C'était assez particulier comme atmosphère ces moments-là. Mais c'est vrai, quand l'araignée arrivait sur le plateau, les premières fois, c'était vraiment le monstre arrivé et tout. Et ça s'est très vite démystifié parce que tout le monde a compris comment une araignée était fragile. Beaucoup de gens ont soigné leur arachnophobie sur le tournage. C'est tout doux, c'est tout mignon, ça flippe, c'est tout quoi. Et ça pique pas en fait, ça mord quoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui vont être dégoûtés par cette phrase, mais c'est que l'araignée, si elle pique, c'est tellement d'énergie pour elle, elle peut presque se tuer d'envoyer du venin. En fait, elle le fait pour se nourrir, pour survivre. Mais la morsure, c'est autre chose. La morsure, c'est quand elle est dérangée. Et du coup, Karim, il a quand même eu des moments où quand il la prenait et que l'araignée, elle était en mode, bon, laisse-moi tranquille maintenant, paf, il se faisait mordre, mais c'était comme une piqûre de bourdon, quoi. Lui, il avait sa technique, il utilisait un briquet, il mettait sur la morsure pour plus rien sentir. Mais ça dure 10 minutes, même pas, quoi. C'est pire de se faire piquer par une guêpe, quoi. Donc vraiment, ça a démystifié complètement le truc. Mais c'était assez marrant de bosser avec elle. Allez, partons en post-prod. Donc du coup, combien de temps pour la post-prod ? Très rapide, parce que je tourne le tournage, je finis le tournage en mars.
Et en fait, on était prêt pour Venise en septembre, quoi. Donc j'ai avril, mai, juin, juillet, août, j'ai 5 mois. D'accord. Et là, tu dis, tu as pris à un moment donné un peu aussi les rênes du montage. Est-ce que tu t'es servi de l'argument de la... Enfin, je veux pas non plus dire que tu as manipulé ou quoi, mais je veux dire, est-ce que tu as mis les mains aussi dans le montage parce que tu t'as dit, voilà, il faut qu'on aille plus vite? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu as dit, écoute, au monteur, écoute, voilà, là, il faut que... Moi aussi, j'ai besoin de monter. Ouais, c'est vital pour moi. D'accord. C'était Nassim est une monteuse très compréhensive. Ouais, t'inquiète. Une monteuse très compréhensive et très à l'écoute du réal. Elle est extrêmement douée et pourtant elle était ouverte à vraiment faire des choses qu'elle connaissait complètement pas, où elle avait pas confiance, où elle se disait que j'allais droit dans le mur, mais quand même elle tentait les choses et tout. Ouais. Elle est extrêmement curieuse. Et quand je lui ai parlé de mes courts-métrages, etc., elle a dit mais vraiment prends les scènes que tu penses devoir monter. Et on avait notre espèce de tableau dans lequel on disait ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est toi, ça faut qu'on le voit ensemble et machin. Et vers la fin du montage, quand moi j'avais quand même beaucoup avancé, elle m'a dit maintenant j'ai besoin que tu sois avec moi parce que là on commence à valider des trucs et tout, il faut que tu restes avec moi et t'as monté ce que tu devais monter, mais la fin on va faire ensemble. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Elle était à fond dans l'acceptation qu'on allait monter à deux, quoi. Le fameux ours de 3 heures là, à ce moment-là, tu voulais pas le voir ou tu t'es dit bon, il faut quand même que je le vois là. Faut le voir, mais c'est dur. Hein, putain, c'est dur. Et c'est pas la faute de Thomas, hein, vraiment. Il a fait un super boulot. C'est le côté, ouais, t'étais pas là. Les plans sont pas mis exactement comme tu l'avais en tête. Il y a pas le son. Il y a plein de trucs où faut pas douter, quoi. Enfin, à ce moment-là, faut se dire non. L'essence est là. Maintenant, il faut tout révéler. Mais moi, c'était la première fois de ma vie, quoi. Donc c'était dur parce que quand je monte à l'image près tout de suite. C'est-à-dire que le cut, je le mets à la frame et je dis pas on verra plus tard. Et ça, c'est les méthodes de Thomas et Nassim, c'est un peu ça. C'est on voit que globalement ça fonctionne et tout. Et moi, je devais ravaler ce truc de ouais, mais là, il y a 3 frames qui sont en trop et ça me dévore. Et bon, j'ai appris à faire ça avec Nassim. Mais quand t'es derrière un monteur, justement, en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, même toi, tu vas pas lui dire une frame et machin, parce que le monteur peut péter un plomb, quoi, peut se dire je suis pas un robot, quoi, je suis là pour ressentir et pour faire que la scène fonctionne et qu'on ressente les choses, pas pour que tu me dises une frame en moins, ok, le contre-champ, enlève 2 frames, parce que sinon ça je le fais tout seul. Donc du coup, quand j'ai compris aussi le dialogue et la façon de fonctionner, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Moi, quand je suis allé monter dans mon coin, c'était à la frame. Mais après, avec Nassim, on est arrivé au moment où on parlait des frames. Et ça, c'était un peu relou. Mais en tout cas, on y était et moi, ça me soulageait, quoi. Frame après frame, tu faisais c'est bon, ce truc qui traîne depuis 2 mois, enfin on l'attèche. Tu m'étonnes. Vous montiez sur quoi ? On était sur Avid et moi j'ai toujours monté sur Première, mais j'ai appris Avid pour l'occasion, film, quoi. Et en fait bon, ça va, c'est à peu près toujours la même chose. Bien sûr. Là, à ce stade-là, comment toi tu t'impliques sur les effets spéciaux avec MacGuff c'est beaucoup de va-et-vient ou est-ce toujours, que tu les laisses faire de leur côté ils ont ce qu'on appelle le prévis d'abord, c'est-à-dire que tu as un gars qui est là et qui te fait un truc sur After Effects et il est à côté de nous, il est dans une autre salle, mais il travaille les mêmes jours que nous en montage, donc je peux vraiment aller le voir et dès qu'il a un prévis, il vient me voir et tout. Et nous, on lui sort, dès qu'on a monté le plan, on lui sort. On lui dit, ok, ce plan-là, les araignées font ça. Moi, je vais le voir et je lui dis, elles font ci, ça. Et là, il te met des araignées vertes et jaunes, les pattes ne bougent pas, juste qu'ils se déplacent pour visualiser, ok, l'araignée va se comporter comme ci, comme ça. Ça, c'est très cool. C'était Julien, et Julien allait très vite et faisait des trucs vraiment très très bien et tout. Très à l'écoute, et puis lui il était directement à côté de moi, donc je pouvais lui dire là elle est trop grosse, tu peux me la rapetisser, le mouvement elle doit pas faire comme ça, elle doit se déplacer plus comme ça. On intégrait ça dans notre montage, ça nous permettait de voir la dynamique, dès que c'était validé et tout en nombre de frames exacts, parce que là pour le coup faut pas déconner, tu peux pas rajouter des frames après à MacGuff. Ça du coup c'était envoyé à MacGuff avec le prévis, donc du coup MacGuff voyait le chemin de l'araignée, le truc, le machin, et après ça commençait effectivement le va-et-vient avec MacGuff qui m'envoyait des V1, mes retours V2, des fois j'allais là-bas le plus souvent possible, sinon c'était je faisais des screens que j'ai encore sur mon iPad où j'entourais, je disais ça allait là, des flèches partout et tout pour leur expliquer. Je reviens sur le fait que tu disais que c'était au frame près.
Enfin, on sait qu'un montage, à l'instant T, tu l'as envisagé comme ça, mais avec le temps, les choses peuvent évoluer. En fait, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, putain, là, j'ai pas donné le nombre de frames qu'il fallait, je m'en veux, j'aurais dû peut-être dire un poil plus. Ouais, bah on faisait les petits malins avec Nassim, c'est-à-dire qu'on donnait, un peu plus avant, un peu plus après, histoire d'être sûr, quoi. Ouais, on mettait une seconde avant, une seconde après, j'ai des genres de poignées, tu vois, pour comment on soit sûr D'accord. que Ok. dedans... Oui, il y avait une sécu quand même. Ouais, on pas avait- fou à ce point-là. On s'était mis une petite sécu, ouais, on s'était mis une petite sécu. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises au montage? Non, en fait, il y avait vraiment un truc, et c'est de la faute de personne, mais c'est que le budget, le temps, Venise qui arrivait, etc. Ouais. Mais il y a des moments où avec MacGuff, en fait, il me filait une V1 et je pouvais pas vraiment faire de retour, quoi. C'est-à-dire que c'était toujours très quali, hein. Ouais. Mais dans le film, on a des V1, on a des trucs où vraiment je n'ai pas pu D'accord. faire de retour. Et il y a des fois où vraiment on était censé ne pas pouvoir faire de V2 et pourtant ils l'ont quand même fait. Donc tu vois, ils ont vraiment mis la main à la pâte. Mais il y a des trucs où après, je suis quand même un psychopathe sur certains détails et tout. Ils me disaient vraiment, Seb, ça va pas se voir et machin. Et du coup, je digérais le truc, mais c'est un peu, pour moi, ça a été ça le truc de ok, là je n'ai pas le choix, c'est comme ça, j'étais pas avec eux au moment où, et quand j'ai commencé à comprendre ce truc là, j'ai essayé d'être très souvent directement là derrière l'ordi au moment où ils sont encore à pouvoir bouger des choses pour pouvoir pour ne pas risquer ça, pour ne pas risquer ouais, mais là la V3 n'est pas possible, par exemple, tu vois. Genre si la V1, il me disait ok, on fait une V2, mais la V2 ça doit être bon, je disais ok, bah je viens, le jour où vous la validez ou quoi, je serai là, je viens. Et voilà, je bossais avec Thierry et Léo qui étaient deux super gars qui en étaient très proches, donc du coup ils ont très vite compris le côté entre guillemets très fait maison. Donc du coup tout le monde prenait sur soi, ça venait bosser le dimanche et tout, et puis MacGuff, en fait, comme j'avais pas le temps la semaine, je les voyais plutôt samedi dimanche, et eux ils venaient au bureau, donc c'était trop bien, quoi. D'accord. Au moment du montage, Harry il vient un peu te voir? Ouais, Harry est là avec Eva, son assistante de production, et on se fait quand même des sessions de montage où on se fait scène par scène et on fait nos retours globaux, quoi. Et Harry avait des retours, Eva aussi, on discutait un peu des trucs, des fois on défendait, des fois ils avaient raison et on finissait par faire ce vers quoi ils voulaient tendre. Ouais. Mais oui, Harry est là, ouais, quand même. Et Flaubert? Et Flo, il est arrivé plutôt... plus tard. Je crois que je lui montre la V1 de montage, mais pas l'ours, la V1, le moment où j'ai quand même mis des trucs en place, parce qu'on va parler, le film fait peut-être à ce moment-là 1h50 ou un truc comme ça, et il faut commencer à prendre des décisions drastiques pour faire rentrer, pour perdre 10 minutes, quoi. Et donc là, on commence à se dire, pure narration, Flo était pas là pour me parler technique. Il m'a laissé la mise en scène à 100%, mais il me dit par exemple, cette scène-là, en fait, fais-la sauter, ce plan-là, il nous sert pas parce qu'il raconte ci, ça. Et purement en termes de scénario, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une scène qui faisait un peu doublon sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant que les araignées sont là. Et il y a une scène complètement coupée d'une discussion dans le salon, tu vois, qu'à sauter, et ça, c'était discussion avec Flo. Et je crois que c'était surtout là-dessus dont j'avais besoin. D'accord. Ouais. Okay. J'avais besoin de Flo pour ça, quoi. Et le distrib, du coup, bon, ça c'est peut-être plus tard. Est-ce que par exemple Alexandre Aja, tu lui as montré Non, tu l'as pas. Tu à ce moment-là, comme tu parlais de mentorat. Qu'il voit des araignées qui bougent et tout. Et non, on a Tandem qui arrivait à la V2. Pareil, ils étaient très patients. Tout le monde a été hyper compréhensif, patient, en mode on regarde quand Seb il est prêt. Donc ça c'était génial. Même Harry m'a dit je regarderai quand tu me diras viens voir. D'accord. Ça c'était génial, mais quand on a commencé les projets dans une salle et tout, bah, je faisais mon petit discours au début, donc vous inquiétez pas, il y a ça, machin. Et non, j'ai eu de la chance, franchement, les premières versions, tout le monde commençait à sentir déjà où ça allait et tout, donc c'était super cool, et c'était plutôt très constructif. Donc Tandem à fond, qui me disait ouais peut-être si ça, des fois c'est des idées qui sont éclatées donc je les garde pas, et je fais ah ouais ok cool, bah je vais essayer, j'essaierai pas, et des fois c'était vraiment plutôt très constructif, et encore une fois voilà, à partir du moment où les gens étaient un peu satisfaits, ça y est, tu te libères un peu et tu commences à reprendre de l'énergie de tout ça, et c'était très cool, ça s'est fait vraiment dans la bienveillance complète, quoi.
Et bien justement, parlons de la diffusion. Alors du coup, donc tu pars à Venise. Quel type de public est venu vous voir lors des avant-premières ? Nous, c'était donc du coup semaine de la critique à Venise, donc déjà inespéré, extraordinaire pour un film comme ça d'horreur français d'aller là-bas. Donc déjà trop bien, un côté un peu prestigieux directement sur le film. Et ce qu'il y a de génial, c'est que y avait tellement un côté famille sur le film que toute l'équipe technique quasiment est venue. Ils ont payé leur billet d'avion, leur hôtel et tout pour venir à Première Mondiale. Les amis, la famille, tout le monde a fait le déplacement pour faire un week-end à Venise et mater la Première Mondiale. Donc on avait rempli un bon hôtel. Il y avait 50 places de prise par nous déjà, donc ça c'était cool. Et après c'est presse, tu vois, et c'était une projo dans une très belle salle. Mais projo un peu, c'est froid quoi, c'est de la presse, ils ont vu 40 films avant, ils en voient encore après, on est en clôture, donc et voilà, et puis ils veulent aller pisser, ils vont pisser, c'est comme ça, voilà, ça se déplace, ça taffe quoi. Mais toujours est-il que moi je montrais le film à mon équipe, à mes potes, à mes acteurs, à ma famille, et c'est ça qui comptait pour moi. Et du coup j'étais trop heureux parce que ça c'était super bien reçu, le décor, etc. c'est un beau souvenir ça. Ouais, puis on était tous à Venise, bien sapés et tout, c'était génial. Mais je crois que la vraie grosse claque, la première, c'était Étrange Festival quoi. C'est genre une semaine après on va au Halles. Et là, c'est public français, 500 personnes. Et là, putain, c'était là, c'était le feu. Des gens qui voulaient le voir, des applaudissements dans la salle, des cris, des trucs, des rires. C'était vraiment là, je voyais la puissance du truc pour la première fois. D'accord. Ouais. Et Fantastic Fest Fantastic Fest, ça s'est passé, c'était à Austin, donc moi j'y suis pas allé. Et effectivement, je me rappelle, on était sélectionnés. C'était juste après Venise. Mais par contre j'attendais rien en fait, j'avais oublié et on m'appelle pour me dire qu'on a eu 2 prix, qu'on a eu meilleur film et meilleur réal et là j'ai fait ah ouais waouh quand même et donc c'est cool, ça veut dire que en 2 semaines j'ai eu validation de Venise, de la critique et tout ça, et le 2 jours après j'ai la validation du public du film de genre qui veut voir un putain de film d'araignée, tu vois. Donc je me dis ok, c'est bon, j'ai les 2. Allez, quelle critique tu as trouvé la plus pertinente là, depuis que tu fais des festoches et puis depuis que tu le montres à tout un tas de gens? En fait, je sais pas. Comme déjà, je lis pas tellement en fait. C'est-à-dire une fois que je me dis ok, j'ai la sensation que c'est validé, j'arrête parce que je me connais. Échange peut-être verbal. Hein. Ouais. Je vais chercher que le négatif. Sinon, moi, je me connais. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais chercher les scénars catastrophes dans tout ce que je vis. Non, mais j'ai eu un super échange quand justement après tout ça je suis allé aux États-Unis pour faire mes premiers rendez-vous avec les gros studios et tout. Et je voyais des gros et des plus petits studios, et en fait au milieu de tous ces rendez-vous j'ai un rendez-vous avec la Fox. Ils ont Alien, ils ont Predator et tout, donc je tremblais un peu. Et je me dis bon, ça va être l'énorme mastodonte avec qui je vais parler de plans sur la comète et tout, de trucs. Et je rencontre 2 personnes, un homme et une femme, qui se posent devant moi et tout gentil, un peu timide et tout, et qui me disent le plus grand bien de Vermine, et d'un coup qui commencent à me parler de la relation entre le frère et la sœur, de ce sous-texte, de l'absence de dialogue, de la difficulté à parler, et de en fait qu'est-ce qui aurait pu bien se passer dans ce film si les gens avaient communiqué. Et en fait ils me font une lecture tellement précise du truc que ça a déjoué tout ce que je pensais des gros studios, tu vois. Et ce moment est un peu marquant. J'ai trouvé l'analyse très belle et j'ai adoré leur façon de voir le film et de me parler justement des difficultés à communiquer et comment ça s'est perçu dans le film, alors qu'en plus ils sont américains et ne comprenaient pas un mot de ce qui était dit à l'image. Ouais. Et je me souviens de ce moment, en tout cas, j'ai adoré ce moment. Ouais. D'accord. Peut-être parce que aussi c'est des thématiques universelles quoi en fait. Donc, c'est parce qu'il fait que le film peut voyager. Je pense, et ça c'est cool. Ouais, c'est pour ça qu'il a bien voyagé aux États-Unis quoi. Les minorités, leur place dans la société, etc. Puisque là on parle beaucoup là-bas du remake, tout. Ils ont très envie de le remaker pour que le film soit en langue anglaise quoi. Et du coup moi j'ai bien envie d'accompagner le projet. Je veux pas le réaliser, mais en tout cas je veux être là. Et c'est vrai que les thématiques, en fait, je me rends compte, il y a pas grand-chose à changer. Ils ont les mêmes minorités, ils ont les mêmes problèmes avec l'ordre, ils sont parqués dans des endroits et on ne peut pas les voir sortir. Et il y a pas tellement de choses à changer, quoi. On n'a pas parlé de la sortie salle qui s'est super bien passée. Ouais, ce que j'ai compris, là, vous avez fait un sacré score la première semaine. Enfin, je veux dire, ouais.
vous avez tout déchiré. Du coup, est-ce que là, t'étais quand même attentif aux chiffres à ce moment-là? Ouais. Là, à fond. La soirée chiffres, le premier jour, le premier mercredi, c'était vraiment la grosse victoire de savoir qu'on était dans un des meilleurs films d'horreur, démarrage de films d'horreur et tout. Là, c'était la teuf, vraiment, ça a libéré. Et tout le monde trop heureux. Et encore une fois, moi, ma libération, elle est dans... Je vois les équipes heureuses. Je vois que tout le monde est fier du truc. Et là, c'est le moment où j'ai le plus de bonheur. Et après, la deuxième teuf qu'on a fait, c'est les 200 000. Et là, vraiment, on commençait à se dire, putain, c'est en train de prendre. Il y a un bouche à oreille. Et les 200 000 ont relancé, en fait, jusqu'à monter jusqu'à 300. Et en fait, c'est vraiment de se dire, ça y est, quoi. On a fait un truc... Il n'y a pas de superstar dans le film, c'est un film de genre et d'horreur français, c'est en langue française, c'est urbain, il y a du rap et tout, et ça prend comme ça. Et après, voilà, nous on est beaucoup allé voir les gens dans les salles et tout, avec les acteurs, on se marrait, on allait voir les gens dans les salles, on filait des M&M's, du popcorn, on filmait, on faisait des petites vidéos et tout, on allait à la rencontre du public, on a fait ce film pour eux, et c'est ça qu'on voulait, c'est eux qu'on voulait rencontrer, quoi. Au final, il y a eu combien d'entrées, tu sais? On est vraiment à 298 ici. On est dans des poussières et tout. Moi, je dis 300. Voilà, ouais, 300. c'est mieux. Avec toutes les petites projos qui vont se faire là pendant Halloween, je vais taper les 300. Ouais, d'accord. J'ai relevé quand même un truc. Bon, écoute, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais Stephen King aurait expressément loué le film en le qualifiant d'effrayant, dégoûtant et bien fait. Plutôt pas mal. Ouais, j'en mets. Ça fait quoi d'avoir une stature internationale maintenant? Je sais pas, je me rappelle, Flo est un grand amateur de fast-food et je l'ai retrouvé au KFC pour bosser sur Evil Dead. Et on était là, on bossait sur Evil Dead au KFC, et puis mon téléphone vibre, et puis je vois ce truc de Stephen King, et en fait, ça met du temps à arriver à ton cerveau, en fait, tu comprends pas vraiment. Et après, ce qu'il y a de beau, c'est que c'est le film, en fait. C'est que moi, on s'en fout, quoi. C'est que le film. C'est-à-dire que moi, ma stature, il n'y a pas de choses qui changent, tu vois. Pour l'instant. Écoute, on verra avec Evil Dead, mais en tout cas, il y a un truc de réalisateur, t'es un homme de l'ombre, t'es derrière, t'es au service de quelque chose, t'envoies un film, tu fais les choses, et c'est pas acteur, quoi. Donc du coup, j'ai quand même ce truc-là qui est vraiment préservé et qui me plaît beaucoup. Mais recevoir beaucoup d'amour du monde entier, tu vois, dans mes messages privés Instagram. Exactement. De gens d'Amérique du Sud, des États-Unis, de Russie, d'Asie, qui t'envoient, qu'ils ont vraiment kiffé ton film et tout, c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment bizarre, quoi. C'est très, très étrange. Toi qui bossais je sais pas, t'avais un peu cette méthode guérilla garage, là, d'un seul coup, tu vois, voilà, ça fait 15 ans maintenant, là, c'est un autre monde, quoi, en fait. Et au final, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui change, quand tu te retrouves sur un plateau, t'es à poil, quoi. Hein. Toi, t'es le même. En revanche, les autres, le regard des autres ont changé. Ah, je sais pas du tout. En tout cas, mes potes, pas du tout. Hein. Ils m'insultent toujours autant. Ouais, je suis toujours autant une grosse merde que j'étais avant. C'est notre façon de communiquer. Mais après, quand tu te retrouves sur un plateau, et je pense à Evil Dead aussi, qui va être beaucoup plus gros et machin, bah, je vais vouloir filmer aussi. T'as vraiment ce moment où tu vas être là, tes petites chaussures, ton petit pantalon, ton t-shirt, et tu tiens cette caméra, et tu vas filmer quelqu'un que tu vas voir dans l'œilleton. Et ok, derrière, cette image, elle va être en 4K sur un écran géant en Bolivie et machin. Mais le moment où t'es là, t'es à poil, et c'est ce moment-là. Et ça, c'était la même chose quand j'avais un petit Canon, un petit Sony, et que je filmais mes potes avec des faux guns. C'est la même chose. Donc du coup, en fait, le craft change pas. Le craft est le même. La façon de storyboarder, la façon de vouloir taffer le son, la façon de... Là, il n'y a rien qui change. Il y a juste l'envergure du projet, les moyens qu'on te donne pour le faire, etc. qui changent. Donc je dis toujours, en fait, c'est vraiment c'est le film. Le film doit parler au maximum de monde, et c'est la seule chose que je dois faire, moi. Tu penses avoir fait des erreurs sur ce projet et... Que tu referas plus ? Que tu referas plus, oui. En fait, il y a quand même un aspect qui est souvent négligé et dont personne ne parle, c'est l'aspect impact sur la vie privée d'aventures aussi énormes. De rêves aussi énormes qui deviennent réalité du jour au lendemain, et de tout ce que ça amène dans ta vie. C'est-à-dire que tu commences en janvier et tu vas à Venise en septembre, et c'est très court dans une vie, ça. Mais moi, tout a changé, tout. Et après, en novembre, j'étais à Los Angeles et machin, et là je pars en Nouvelle-Zélande en janvier, je pars pendant 6 mois. Enfin, toute ma vie a complètement changé.
Et ça a un impact sur ton entourage, ça a un impact sur les gens qui sont à ce moment-là dans ta vie, que ce soit des personnes qui sont là depuis longtemps ou des personnes qui viennent d'arriver, parce que personne peut vraiment comprendre ce que c'est le vertige d'y arriver. C'est à la fois extraordinaire, on se dit mais gars, mais c'est magnifique, mais sois heureux, mais machin, et effectivement c'est le cas. Mais en même temps, ça fait peur, t'as le vertige, il y a des impacts, il y a des sacrifices, il y a des choses qui doivent être laissées sur le bord de la route pour continuer à avancer, etc. Et c'est Damso qui le dit très bien, qui dit j'ai dû abandonner ce que j'aime pour faire ce que j'aime. Et sans aller jusqu'à abandonner, il y a quand même un truc où il y a des dommages collatéraux. Et ça, c'est ça qui te fera toujours garder les pieds sur terre, quoi que tu fasses. Si demain je fais Transformers 5 à 250 millions de dollars ou je ne sais quoi, t'as quand même un truc, tu sais d'où tu viens, tu sais qui sont tes potes, tu sais qui est ta famille, et je retournerai toujours à Noisy, il y aura toujours de tout ce que j'ai là-bas. Et le regard, des fois, qui change, qui machin... moi ça a beaucoup d'impact pour moi. Ça a plus d'impact pour moi, quelqu'un qui me connaît et qui me dit t'as changé, qu'un commentaire de quelqu'un qui je connais pas qui me dit ton film pue la merde. Donc du coup moi c'est sur ce que j'aurais mal fait, c'est plutôt dans le privé, quoi. Est-ce que maintenant ta famille ou tes parents te prennent au sérieux, ils ont peut-être que c'était déjà le cas avant, hein, je sais pas, mais quand tu faisais tes petits films, on va dire en loisir, et que tu le faisais pour ton kiff, est-ce que là aujourd'hui le regard de tes parents sur ton métier a changé? Ma mère, je suis un peu son seul fils, enfin je suis son seul fils, j'ai une petite sœur et une grande sœur, donc je suis le seul garçon. Elle a toujours été admirative. Je dessinais n'importe quoi sur du papier que pour elle c'était une œuvre d'art. Donc du coup j'ai toujours eu son truc de fais ce que tu veux mais sois heureux. Et du coup pas de problème là-dessus. Mon père c'est vraiment différent. Mon père c'est un autre type de taf. Le taf est quelque chose qui... Le travail est associé à quelque chose de pénible. On n'est pas censé s'épanouir dans la passion. Donc en fait, c'est miraculeux ce qui m'arrive. Et il est dans un truc de... je sais pas s'il a conscience que c'est devenu vraiment un métier où je gagne ma vie, ou si c'est un hobby. Et bon, on me dit, c'est bien, continue ton hobby, mais tu fais un vrai travail. Oui, tu me diras quand tu travailles vraiment, et tu me raconteras ce que c'est vraiment ce travail. Mais donc c'est un peu... C'est un peu paradoxal, mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le vertige et ce que ça amène dans le privé. Je ne sais pas si vraiment les gens peuvent prendre conscience de ce que c'est. Et là, j'ai de la chance, c'est-à-dire que j'ai un très bon pote à moi qui me suit depuis le début de Evil Dead avec sa caméra et qui souhaite en faire un documentaire sur vraiment toute la genèse et ce que c'est de faire un film à Hollywood, etc. Ouais. Là, j'adore. Pour le coup, ça va pas négliger sur les backstage et sur les mauvais côtés, parce que c'est la première chose que je lui ai dit, c'est je veux pas que ce soit un ego trip, je veux pas que ce soit un truc où on voit comment c'est d'aller. C'est le regard du jeune réalisateur français qui débarque dans l'industrie, qui avait un rêve et qui va peut-être finalement se rendre compte que c'est pas tout à fait... C'est ça, et tous les mauvais côtés que ça amène, et il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ce que c'est en dose de stress. Moi, le stress, ça a un impact physique sur moi, c'est que je vais avoir des plaques sur la gueule, j'ai les muscles qui tressautent, j'ai plein de choses comme ça. C'est pour tous ces gens qui rêvent de faire ces choses-là, et ça, c'est pas moi qui le disais, c'était Ridley Scott qui faisait une liste des choses. Si vous voulez être réalisateur, soyez prêt à ça. Et quand tu vois la liste, il y a une personne sur deux qui dit non, je veux pas de ça dans ma vie. Et voilà, ces images de mon pote servent aussi à montrer, voilà ce que c'est aussi de faire tout ça. Et c'est pas que des paillettes et de la lumière et Festival de Cannes, quoi. Presque là, tu m'as bien teasé ton truc. J'espère que ça trouvera diffuseur en tout cas. Non, mais c'est vrai, on regarde avec une grande fascination ce qui se passe outre-Atlantique, mais en fait, on se rend vaguement compte. Je me rappelle encore avoir Maître dit, oui, c'est pas faux, Denis Villeneuve qui parlait de sa vie de famille, parce que depuis qu'il fait Dune, du coup, le mec passe son temps aux États-Unis. Il a complètement dû quitter quasiment sa famille. Il dit, je vois plus grandir mes gamins, très peu. Ça fait quelque chose d'entendre ça, tu vois. Et là, tu dis, ok, effectivement, le sacrifice, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on parle souvent des acteurs, etc., et de leurs rêves, et c'est devenu réalité. Ils sont sous les feux des projecteurs. Un acteur peut décider de faire un film par an et tourner 3 mois et fin. Et le reste de l'année, il est en famille, etc. Réalisateur, tu
tu te fous dans un film pour 2, 3, 4, 5 ans. Ouais. Alors, Denis Villeneuve, c'est plus du 10 ans. Ouais. Et tu sais que tu mets entre parenthèses beaucoup de choses. Peter Jackson, pareil, quoi. T'as intérêt de bosser avec ta femme, ou j'en sais rien, de te démerder pour que quand même la famille, elle soit là. Nolan, je crois comprendre que ses enfants sont sur tous ses plateaux, que sa femme, c'est sa productrice et compagnie. Donc voilà. Mais si Denis Villeneuve, si sa femme, elle bosse chez Orange et ses enfants, ils sont à l'école au Canada, mais ce qui existe. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on est forcément les uns sur les autres et que tu dois avoir ta meuf qui vienne du milieu. Ouais. Et faut accepter que c'est des vies qui sont. Et ça, il y a peu de gens qui le visualisent, cet aspect-là. Bon, hâte de voir ton doc en tout cas. Tu me fais penser en fait au doc, je sais pas si tu avais vu sur Nicolas Winding Refn. Exactement, ouais, tout à fait. Où on voit des gros impacts. Et on le voit avec sa femme, et c'est sa femme qui filme en fait, l'intimité directe du gars. Ouais. C'est vrai. En fait, il y en avait un où je crois qu'il sacrifiait de la thune, ils avaient pas énormément de thunes, et il part s'acheter, je sais plus quel poster de film ou je sais pas quoi. Alors moi, que je me souviens de la mallette de cash pour aller présenter Drive à un festival, et c'est une mallette de cash de 50 000 ou un truc, et ils veulent l'injecter dans le film. Mais c'est pas pour Only God Forgives. Ouais, c'est ça. Ouais. Et lui, et ils vont projeter Drive quelque part en Thaïlande, et c'est une mallette de cash et qu'il a injecté dans le film. Tu sens que l'argent, il est vraiment salace. On n'a pas parlé de Coppola par ailleurs. Hein. Elle avait fait aussi un documentaire, sa femme, sur. Cœur de ténèbres. Ah voilà. oui. Pareil, ça c'était pas rien quoi. Jojo. C'est plus l'enfer du tournage. Bah ouais, là pour le coup. Il a trompé sa femme, accessoirement, en plein tournage. Bon, c'était pas. C'est elle qui filme le docu. C'est sympatoche. C'est elle qui filme en plus. Enfin, elle raconte en plus parce qu'elle a fait aussi un bouquin, donc elle en parle. D'ailleurs, je crois qu'on le voit pas dans le documentaire. Elle en parle dans le livre. Bon. Moi, je me souviens avoir vu le docu et je me souviens pas de cette histoire. Donc, à mon avis, c'est le bouquin. C'est un journal de bord, je crois, qu'elle tient. Et en fait, il y a justement des infos que t'as pas véritablement. Elle complète un peu le docu. Ok, faudrait que je le lise parce que du coup, le docu. Il est très bien. Ok. Alors, du coup, oui, on y vient, ça y est. La tournée des studios américains, on en a. Tu voulais aborder j'allais dire qu'il a justement un petit peu abordé, en disant ton anecdote, c'était chez Fox. Ouais. Des gens qui t'avaient parlé de Vermine. Donc du coup, on se demandait comment ça s'était passé, donc la tournée des studios. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est suite au Fantastic Fest à Austin en fait. Ouais. Les 2 prix, ça a fait sonner le téléphone chez mon agent, et j'ai de la chance, mon agent, elle est quand même... elle a vraiment un pied aux États-Unis, donc du coup elle est très à l'aise avec tous les gens qu'elle est là contacter et tout. Dans un premier temps, les agences américaines, donc les 3 principales, et dans un deuxième temps les gros studios qui voulaient organiser des rendez-vous, des zooms, des trucs, des machins. Et du coup on s'est retrouvés à un moment à avoir tellement de rendez-vous et de choses à faire qu'il fallait y aller pour faire une bonne grosse semaine de rendez-vous et machin. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, t'es parti seul ou t'as pris Flaubert avec toi? J'étais avec mon agent. Ah, ton agent, pardon. Mes 2 agents. Elles étaient toutes les 2 là. Parce que elles avaient aussi leur propre business à gérer. Parce que, encore une fois, elles ont leur bail à elles là-bas. Et en même temps, moi, tous ces rendez-vous, c'était du 9h, 22, 23h. Hein. C'était non-stop toute la journée. Fallait voir tout le monde. Il y avait tout le temps un déjeuner, un dîner, un truc. C'était vraiment la tournée des bouteilles d'eau, comme on dit, quoi. Sur soit 50 bouteilles d'eau par jour. Vous voulez quoi? Une bouteille d'eau? Et puis... et du coup, on a vu tout le monde jusqu'à Marvel et tout. Même des rendez-vous qui étaient un peu genre, moi je disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, tu comprends. Après, Marvel, il t'explique, oui, mais on a un plan sur 10 ans, machin. Et c'est bon, je vais pas divulguer, mais voilà, il m'expliquait pourquoi, etc. Et du coup, c'est trop cool, c'est enrichissant et tout, mais extrêmement fatigant. La batterie sociale, elle faiblit très rapidement, et puis en anglais, tout ça. Et il fallait aussi que je signe dans une agence américaine pour justement gérer tous ces dossiers-là et tout ça. Donc c'était un peu l'objectif de ça. Ouais. Mais Evil Dead n'est pas venu comme ça. Evil Dead est venu de manière beaucoup plus simple. Evil Dead est venu par... rencontres, emails, échanges, petits zooms, machin. Quand je suis allé aux États-Unis, j'étais déjà au stade de faire un déjeuner avec Sam Raimi. On se connaissait déjà un peu. Et voilà, c'était pas on va t'envoyer des scénars, dis-nous ce que t'en penses et tout. On aimerait bien que tu réalises ci ou ça, parce que ça, tu peux être un yes man. Je reçois un scénar, je dis je le fais, je vais aux États-Unis, je fais le film, mais je suis technicien, quoi. Evil Dead, c'était pas ça. Evil Dead, c'était plus. Quel serait ton film dans notre univers, qu'est-ce qui t'intéresserait, etc. Et avec Flo, on a écrit
tout à 100%. T'étais quoi. familier déjà un peu avec l'univers Evil Dead, ou tu t'es plongé dedans en disant bon voilà, Ouais, il faut vraiment que je me remette à d'équerre. Je connaissais, mais j'avais beaucoup aimé le Alvarez de 2013, mais je m'étais pas plus plongé dedans. Et les originaux, je les avais pas. Mais quand j'en ai parlé à Flo, j'ai parlé à un grand fan, donc je savais que Flo. Il devait être comme un dingue, tu m'étonnes. Ouais, Flo, c'était autre chose. Mais en même temps, c'était ça qui était intéressant aussi. Moi, qui n'ai pas le surrespect que mérite la franchise, et Flo qui est à se mettre à genoux devant le truc. Ouais, Et l'équilibre des deux faisait que, ok, on va tabasser un peu le truc, mais on va quand même respecter l'héritage et tout. Et c'est cet équilibre qui a fait qu'on a proposé ces 15 pages à Sam Raimi et son équipe, et qu'ils ont vraiment adhéré au truc. Et après, ça reste une équipe qui cherche des gens qui sont là justement pour chambouler un peu tout. Oui, Ouais, ils cherchent un jeune talent avec une vision, quoi. Ils ont cette intelligence. Ils sont Ouais. pas là en mode faites ce que nous on a fait, mais en version moderne. Ils sont en mode non, il faut casser les codes, il faut faire quelque chose de complètement nouveau. Sam Raimi, quand il avait 20 ans et qu'il a fait le premier, il avait aucun code, aucune règle, et c'est ça qu'il cherche. Et est-ce que tu auras le Final Cut là-dessus ? Et ben je pense pas, non. Je pense que c'est Sam Raimi qui va l'avoir, mais la différence c'est quand même que Sam Raimi agit de manière... c'est très indépendant en fait. Ok, il y a des gros studios au-dessus de nous, c'est eux qui vont distribuer le film, c'est eux qui vont le sortir. Mais Ghost House, donc Bruce Campbell, Rob Tappert et Sam Raimi, c'est un peu les seuls à Hollywood qui ont le Star Wars des films d'horreur, et ils ont le Final Cut. C'est pas le studio qui l'a, c'est eux. Ah ouais. Et eux agissent comme un bouclier du coup au-dessus de moi. D'accord. Et eux m'ont dit, nous on te laisse faire tout ce que tu veux. Tu fais ton film, tu écris ton film et tout. On est là pour vraiment te faire des retours, des machins et tout. Et si jamais on n'est pas d'accord sur un truc, en montage, on va faire des tests, en projection test. Et c'est le public qui décidera. Et j'ai dit, mais banco, mais moi c'est exactement ça. Mal. C'est le public qui décide à la fin, ça me va très bien. Si mon idée, le public aime pas, bah le public a décidé. Donc du coup, j'ai pas le final cut, mais il y a un truc pour l'instant, je suis hyper confiant et tout. On verra si je regrette d'avoir dit ça, mais pour l'instant, tout se passe trop bien, quoi. Du coup, ça me fait penser que bon, là-bas, ils fonctionnent avec des syndicats, tout est très normé. Enfin, je sais pas comment eux travaillent, mais j'ai l'impression qu'ils doivent quand même se conformer à tout ça. Je veux dire, est-ce que tu as conscience qu'il va peut-être falloir, je sais pas, est-ce que peut-être je me fais une fausse idée, hein, mais est-ce que ce sera moins rock'n'roll que ce que tu as pu faire en France, déborder sur peut-être les horaires, je sais pas, il y a tout ça, tu vois, là-bas. Ouais, je capte. Est-ce que tu vois un peu l'idée Déjà, on est en Nouvelle-Zélande. Donc on sera pas à LA et tout ça, d'accord. donc ça va être, j'imagine, d'autres syndicats, etc. C'est peut-être pas des équipes américaines. Non, ça va être des équipes néo-zélandaises, pas mal. Moi, je viens à quelques-uns de mes gars quand même. J'arrive à ramener quelques-uns. Ouais. Et il y a un truc où en Nouvelle-Zélande, j'ai la sensation qu'ils tournent 3 films. Ils tournent Avatar, ils tournent Les Anneaux de Pouvoir et les projets de Peter Jackson et les Evil Dead. Et de temps en temps, il y a un film indé qui débarque aussi. Et du coup, en fait, Avatar emploie à peu près tout le pays. Et James Cameron est réputé pour être un réal qui est quand même archi dur, et c'est complexe de bosser avec lui. Et de ce qu'on m'a dit, en tout cas, les équipes, quand elles pouvaient faire un petit break de 2-3 mois sur un projet genre Evil Dead, ils sont heureux de fou. Ah ouais. Et je me dis, bon, je vais sans doute hériter d'équipes qui certes bossent sur Avatar, mais qui sont vraiment heureux de faire autre chose. Donc du coup, peut-être ça va des petites vacances pour eux, donc je vais avoir de l'énergie, de la motivation, et ils vont être à donf, donc ça c'est cool. Mais ouais, j'ai cru entendre que si je voulais bouger une chaise, j'avais pas le droit de la bouger, fallait que je demande à machin, qui allait demander à machin, qui allait bouger la chaise. Ouais. On verra, je vais débarquer sur le plateau comme d'hab. Ne serait-ce que prendre la caméra, est-ce que toi, c'est un truc que tu dois signer au départ, j'en sais rien, tu dois demander l'autorisation. Impossible qu'ils me laissent pas la prendre, franchement, il y a un moment où je dirais je m'en fous, genre c'est impossible que je cadre pas, quoi. Ça c'est sûr et certain. Je me démerderai et tout. Mais ils ont l'air d'être, dans l'écriture en tout cas, de ce que je vois pour l'instant, c'est vas-y fais et on verra. Par exemple, des fois, il y a des trucs où on se dit ah, le studio là, il va peut-être grincer des dents parce que c'est une idée qui est vraiment dure et c'est vraiment, on l'a jamais vu encore au Cinoche et peut-être que ça peut faire grincer des dents. Et ils sont là, non, laisse, on verra. On va jusqu'où on peut tirer. Et si vraiment il y a un moment où ça passe plus, on verra. Mais pour l'instant, vas-y. Donc du coup, ils me laissent faire mes conneries aussi. Donc je ferai mes trucs sur le plateau et on verra. Est-ce que tu as sollicité les conseils d'autres réals, mis à part Fede Alvarez, parce que je crois que tu as eu déjà un zoom avec lui. Ouais, on a fait un petit zoom, ouais. Fede, j'ai pu voir rencontrer
Bayona, qui avait kiffé Vermine à Sitges, et du coup on s'est vu à Paname, il était en tournée pour le Cercle des Neiges, et du coup on a beaucoup parlé d'Hollywood, de ce que c'était de bosser là-bas. Il connaît très bien Sam Raimi, donc on a pas mal parlé de Sam Raimi et tout. Il a été précieux conseil, il m'a laissé son numéro et m'a dit voilà, si t'as un problème à Hollywood tu m'appelles, c'est surréaliste. Le gars il a fait Jurassic World, bon bref. Il y a eu ça, Sam Raimi tout simplement, très très proche, très doux, très dans le conseil, dans le t'inquiète pas, machin, enfin vraiment très proche de moi. Aja, bien évidemment, qui pareil, on a parlé de cette aventure hollywoodienne, ce que ça allait être, etc. Et c'est déjà pas mal. Oui. Non, tu gardes qui alors du coup? Qui c'est que t'emmènes sur ton tournage? Alors le plus important pour l'instant, c'est vraiment ma script, parce que c'est elle qui va faire la passation de Nouvelle-Zélande à France, parce que toute la post-prod est en France, donc ça, toute ma team post-prod elle reste, donc ça c'est trop bien. Cool. Vraiment, je vais maîtriser le film sur tout ce qui se passe après le tournage, ça c'est trop bien. Et donc ma script, certain. J'ai pu négocier aussi, donc MacGuff vont être là pour superviser les effets spéciaux, et sans doute mon assistant, qui est mon pote depuis Disney, donc un gars qui avait fait une formation pour devenir ingénieur et qui se retrouve assistant sur des films maintenant, et sans doute dans Evil Dead, donc c'est fou. Ouais, c'est fou. Et puis ça a discuté pour chef opérateur, etc. Parce que c'est quand même... Le Alex, il doit être sur les charbons ardents, là, non? Mon bras droit. Ouais, et donc du coup, ça va être la grosse discussion, parce qu'en fait, ils ont une loi quand même en Nouvelle-Zélande qui est que quand il y a un étranger qui arrive pour faire un film en Nouvelle-Zélande, ils doivent quand même avoir un salarié néo-zélandais équivalent. Donc le salaire d'un chef-op étant un des plus importants sur un plateau, le payer en double, c'est très costaud. Donc c'est des grosses discussions et tout. Et après, c'est donnant-donnant, c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. C'est que moi, je fais un pas vers eux, ils en font un vers moi, etc. C'est comme ça que j'ai pu avoir la post-prod en France, c'est d'avoir accepté de tourner en Nouvelle-Zélande aussi. Et c'est comme ça qu'on va continuer, je pense. Je suppose que tu as le droit de le dire, par rapport au tournage, là, vous avez déjà placé une date? Ouais, alors après je peux le dire parce que ça peut peut-être bouger carrément, mais moi je suis censé partir en Nouvelle-Zélande en janvier pour 3 mois de prépa, et le début du tournage devrait être en avril, mai, juin. D'accord, ok. On passe, allez, dernière question, l'avant-dernière. Les avant-dernières, c'est ta dernière claque cinématographique ou visuelle, sonore? City of Darkness, là, du réal de Limbo. Ah oui. Purement, bon, scénar m'a pas trop catché, mais purement visuellement et tout. Et encore une fois, son chef déco ou sa chef déco qui est incroyable. Et vraiment, la déco de ce film est assez folle. Et puis je tiens quand même à souligner la très belle mise en scène de Gilles Lelouch dans L'Amour ouf, parce que j'ai eu la chance de le voir, et je trouve que heureusement chaque centime est à l'écran parce que le film étant si cher, je suis content de voir que tout est à l'image. Il s'est fait vraiment plaisir, et il y a quelques petites idées à gauche à droite qui sont vraiment, vraiment cool, quoi. Il a fait du beau boulot, ça va faire du bien à la France, je pense. Bon, allez, dernière question. Quelle est la qualité indispensable pour faire le métier de réalisateur, selon toi? L'humilité, je pense, et la réactivité. Être réalisateur, c'est déjà avoir l'humilité de comprendre que un film, c'est le travail de 200 personnes, même si l'idée, elle vient de toi. Et la réactivité, parce que globalement, être réalisateur, c'est arriver sur un plateau, on va te donner 50 problèmes, il va falloir régler les 50 problèmes en peu de temps, et donc ne pas subir de stress, de trucs, de machin, et en fait de faire de chaque contrainte une opportunité d'être plus créatif, de rendre le truc meilleur, quoi. C'est un beau conseil, donc on te remercie, c'était très enrichissant. Merci. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Allez. Et je fais un grand merci à Alexandre Jamin qui a permis cette rencontre. Salut Alex. Merci. Qui taffe beaucoup. Allez, salut. Salut. C'est la fin de ce 20e numéro de Dédale.
podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.